Les amis, donc, ce soir, on avait dit, et je tiens, nous tenons parole, ça fait 2 semaines qu'on doit le faire, 2-3 semaines même qu'on doit le faire. C'est la vidéo de The Great Review. Vous l'avez beaucoup demandé, etc. Donc, la vidéo de The Great Review, évidemment, chaîne YouTube exceptionnelle, bien sûr. Il le fait. Il le fait. The Great Review, donc, quand 500 jeunes ont tenu une montagne contre les nazis. Donc, ça parle d'un épisode de la résistance en France, qui se déroule dans le Jura ou dans Savoie, je ne sais plus exactement, au plateau des Glières. Et sur le plateau des Glières. Et donc on va regarder ça. J'avoue, je suis très curieux de regarder. J'ai regardé une première moitié, pas vous le cacher. J'avais un petit peu commencé à checker. Ça avait l'air très bien. J'avais trouvé que c'était vachement bien, évidemment très bien raconté. Des belles petites images d'archives ici et là. Et donc j'avoue, je suis impatient de regarder ça avec vous, d'en parler, débriefer. Peut-être pour certains c'est la première fois sur les live histoires, je sais pas. Dans le chat, on lève la main, on lève le doigt. Si c'est la première, en gros, ce qu'on fait d'habitude. Pour ceux qui découvrent, c'est nos rendez-vous le mercredi soir, c'est on regarde des documentaires, soit on invite des historiens, soit... oui, première fois. Oh là là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En fait, on regarde des documentaires et j'ai fait des études d'histoire, peut-être certains l'ignorent, mais je fais des documentaires aussi qui parlent d'histoire. Donc du coup, ce qui fait que... Et la période que je pense connaître le mieux, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Et on regarde des documentaires, pas que sur la Seconde Guerre mondiale, mais celui-là, c'est de la Seconde Guerre. Et on discute ensemble, on a des débats, on discute et tout. Et des fois même, on a des historiens ou historiennes qui viennent. Ça fait un moment d'ailleurs que c'est pas arrivé, mais vous avez les replays sur la chaîne YouTube Rivenzi TV pour ceux qui les ont pas vus. Et l'idée, c'est qu'on parle d'histoire. Voilà, le mercredi, dites-vous, le mercredi soir, c'est notre rendez-vous histoire de la semaine. Et voilà, donc on fait ça depuis pas mal de temps maintenant. Et moi, c'est mon rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous que je kiffe le plus dans la semaine. Et je suis ravi. Donc, on est parti. Hop. Tac, 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 tac. Est-ce que... Ouais, non, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et il y a là. Tac, tac. Et voilà. Pour ceux qui se posent la question, je l'ai dit en début de live, mais je le rappelle, on mettra le replay du React dans 2 semaines. Puisque, comme je disais, la vidéo de The Great Review est sortie il y a 2 semaines. L'idée, c'est que la vidéo fasse ses vues le plus possible en 1 mois, et puis après, quand elle sera à date d'1 mois, on diffusera le replay, donc s'il y en a qui doivent partir, etc., machin, évidemment. Vous avez le lien en épinglé dans le chat, n'hésitez pas à aller mettre un petit like de votre côté, parce que vous êtes nombreux sur le live, donc l'idée c'est que, voilà, n'hésitez pas. La vidéo est déjà à plus d'1 million de vues, ce qui est énorme pour une vidéo d'histoire, c'est monstrueux, mais voilà, il faut soutenir, c'est évidemment important. Il est parti. Let's fucking go, quoi. Que vous pouvez perdre parce que les marchés sont... Waouh. Certaines images ne sont qu'à titre d'illustration, ne représentent pas toujours les événements racontés, bien sûr. Quelque part en Haute-Savoie, sur un magnifique plateau recouvert de sapins, il y a cet étrange monument. Est-ce que vous savez pourquoi il est là? C'est un monument de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas un monument aux morts. Il est là parce que quand la Haute-Savoie était sous contrôle nazi, il s'est passé quelque chose sur ce plateau qui a changé l'histoire de la région. Ok, quand la France perd contre l'Allemagne en 40, elle est séparée en 2. Le nord qui est contrôlé directement par les nazis, et le sud qui est censé être une zone libre, qui est censé avoir un gouvernement français, mais le gouvernement français allié aux nazis, c'est le gouvernement de Vichy. Ok. Dans cette zone libre au sud, on trouve la Haute-Savoie. Alors, et au début... Petite précision de nerd. Ok. Dans cette zone libre... En fait, la France n'est pas tout à fait divisée en 2 pendant la... Oui, la vidéo vient de commencer, les copains, ne vous inquiétez pas. J'aime bien le rappeler, mais c'est important de le dire. La France n'est pas divisée exactement en 2. Tu le dis pour simplifier, effectivement, mais en fait, la France est divisée en plus de parties. En fait, déjà, tu as toute la partie de l'Alsace-Lorraine qui est annexée directement par l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est pas un territoire occupé, c'est que ces territoires qui avaient été perdus par l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est allemand. C'est pour ça que les Alsaciens et Lorrains vont devenir ce qu'on appelle des malgré nous, parce qu'en fait, ils vont être enrôlés en tant qu'Allemands dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Vous aurez aussi une partie, il me semble que Lille est dedans, une partie du nord de la France actuelle qui sera sous le contrôle des possessions, en gros, du commissariat, enfin en gros du pouvoir nazi géré en Belgique.
Donc en gros, il y a une partie du nord de la France qui est intégrée, on va dire, à la Belgique, occupée à ce moment-là. Et vous avez donc la zone libre qui est du coup gérée par Vichy. Et vous avez une zone, une fine bande ici, notamment avec Nice, qui est occupée par l'Italie. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a un peu plus de deux zones, mais on va pas faire les enculeurs de mouches. La grande majorité du territoire c'est un gouverneur en Belgique. Ouais, merci beaucoup, Captain Barca. Et donc, en fait, la grande majorité du territoire, c'est régime nazi et le sud, c'est Vichy. En gros, quoi. En gros. Mais le gouvernement français est allié aux nazis, c'est le gouvernement de Vichy. Ok. Dans cette zone libre au sud, on trouve la Haute-Savoie. Et au début, le gouvernement de Vichy se dit que la Haute-Savoie, elle va pas causer trop de problèmes. Parce que la Haute-Savoie, c'est très rural, c'est très alpin, il n'y a pas beaucoup d'usines, donc il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, il n'y a pas beaucoup de prolétaires, il n'y a pas beaucoup de communistes, il n'y a pas beaucoup de toutes ces populations qui ont particulièrement envie de se la mettre avec les nazis. Il y a quoi en Haute-Savoie ? Il y a des paysans conservateurs, et tant qu'ils ont la fierté d'être toujours dirigés par un gouvernement français, ils se tiennent à peu près à carreau. Maintenant, ils se tiennent tranquilles, mais ils sont pas contents. C'est très catho la Savoie à ce moment-là ou pas ? S'il y a des Savoyards dans le... Parce que je sais qu'à l'époque, par exemple, la Bretagne, ça a été longtemps très catho, par exemple, tu vois. Donc, tu sais, en zone rurale, etc., machin. C'est catho comme toute la France en 40. Alors, non, t'as des territoires qui sont beaucoup moins engagés religieusement, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que t'as des territoires où ça va même voter dans des partis un peu traditionnels, etc. Oui, toute la France est catho, mais t'as des endroits où, très clairement, il y a plus de ferveur que dans d'autres endroits, quoi. Voilà, l'odeur du message. Toute la France est catho en 1940. Pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres religions qui viennent en faire. Oh, le message était vraiment là, en travers toute la France est catho. Bien sûr, j'ai entendu. Je comprends ce que vous me dites. J'ai compris le sous-texte. Monde, zone nord et zone sud. Ils se tiennent tranquilles, mais ils sont pas contents. D'abord, tout le monde, zone nord et zone sud, doit donner une grande partie de sa production aux armées d'Hitler. Donc, ils crèvent de faim. Les gens manquent de tout. Ensuite, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Et là, ça va être un énorme problème parce que Hitler commence à stresser. Hitler aimerait avoir un allié entre lui et les Américains. Et là, il laisse Mussolini envahir la zone sud. Ce qui va vraiment pas passer auprès de la Haute-Savoie parce que c'est le coin en France qui avait accompli ses objectifs militaires en 1939. Ils avaient formé l'armée des Alpes, ils avaient défendu les Alpes, ils avaient bloqué Mussolini. Et donc ce coin qui a fièrement repoussé les Italiens en 1939 et dont la dernière fierté c'était d'avoir encore un gouvernement français, c'est de ouf. Ils se font envahir par l'Italie fasciste. Aïe. À partir de là, il va y avoir dans la population et dans l'administration une sorte de grondement contre le régime de Vichy. Et le dernier truc qui va mettre le feu aux poudres arrive pas qu'en Haute-Savoie pour le coup, ça arrive dans toute la France, c'est la création du service du travail obligatoire. Aïe, le STO. Ah là. Les chasseurs à pain viennent de là. Alors en gros, plusieurs choses. En gros, pourquoi est-ce que la Savoie avait résisté ? Il faut savoir que dans les Alpes, il y avait déjà un prolongement de la ligne Maginot qui existait. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez la ligne Maginot qui était à la frontière entre Allemagne et France, qui se trouve du coup dans le nord-est. Et ben en fait, t'avais aussi, alors c'était pas aussi développé, mais t'avais aussi des forts t'avais de nombreux forts qui se trouvaient aussi dans les Alpes pour protéger la frontière française. Et donc du coup, ça a été, évidemment, traverser les Alpes, c'est hyper compliqué. Donc ça a été, les Alpes, et notamment la Savoie, effectivement, a été un bastion de défense assez fort. Le service du travail obligatoire, évidemment, je pense que la plupart de vos grands-parents l'ont fait. Le service du travail obligatoire, souvent dans la famille, il y en a au moins un grand-père ou deux, qui un arrière-grand-père du coup, qui allait faire le STO et qui allait quoi. Donc oui, c'est très c'est rare, c'est souvent quoi. C'est souvent que ça arrive. Moi, mon grand-père était trop jeune pour le faire et j'avais mon arrière-grand-père, il n'y est pas allé. Mais voilà. Qui décrète que des dizaines de milliers de jeunes Français doivent aller travailler en Allemagne. Et il y a énormément de gens qui disent bah non, je vais disparaître à la place. Ça part dans le maquis. Je vais pas monter dans un train pour l'Allemagne, je vais disparaître dans la nature. Sauf que disparaître, c'est vraiment super dur. Il se trouve qu'ils savent pas où ils doivent aller, ils ont pas d'argent, s'ils se font arrêter par des flics et contrôler, qu'on voit qu'ils sont sur les listes pour aller en Allemagne, ils vont aller en prison, c'est vraiment super dur. Donc la question de où disparaître est très très importante. Maintenant, si seulement il y avait une région très rurale, très alpine,
où il y a plein d'endroits pour disparaître et où en plus, j'avoue. l'administration aime pas du tout Vichy. J'avoue, la Savoie, c'est pas mal pour ça. Ce serait pas pratique. Jeanne Brousse, par exemple, c'est un bon exemple de ces fonctionnaires de Haute-Savoie qui sont pas très fans de Vichy. C'était une employée de la préfecture d'Annecy, qui est la plus grande ville en Haute-Savoie. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des faux papiers pour les jeunes qui sont sur les routes. Sa grande spécialité, c'était de mettre comme lieu de naissance une ville qui a déjà été bombardée. Ce qui est vraiment une astuce qui ne peut marcher que pendant une guerre. Parce que même si tu es le flic le plus suspicieux du monde, et que tu penses que les papiers qu'on t'a montrés pendant un contrôle sont faux, est-ce que tu vas aller creuser dans des gravats pour trouver l'acte de naissance du gosse que tu viens de contrôler? C'est pas Brest, ça? Si, c'est Brest, on est d'accord, hein, Gilda? Oh putain, c'est chez moi! Let's go! Bah voilà, bah c'est vrai que... Oui, c'est Brest, ici, c'est Brest, c'est Brest. Je vois bien, si, c'est Brest. Mais ouais. Oui, c'est sûr que t'arrives... Si, c'est Brest, c'est Brest. Mais c'est fou, le instant spotted de fou. Et en fait, oui, bah t'imagines, tu dois aller vérifier des papiers. Elle est où votre administration, vous? Bah elle est là, vous irez, c'est tout droit, c'est juste après le deuxième tas de gravats, là. Ouais, c'est des images prises de Brest, donc ça, c'est des images qui datent de 1944. Si je dis pas de bêtises, ça doit être des photos après la bataille de Brest qui a duré un bon moment, un mois en 1944, ouais. Et non, bien sûr que non. Et Jeanne Brousse, elle faisait partie... Comment t'as pu reconnaître? Bah parce que, je sais pas, parce que j'ai déjà vu ces photos, je les ai déjà vues, quoi. Ça a pas trop changé, mais vous êtes vraiment des merdes. Non, parce que en fait, je reconnais un peu la rue qui descend et l'autre qui redescend, donc je pense qu'ici, on est pas loin de rue de Siam, et puis, tu vois, je connais Brest et c'est ma ville, donc j'ai déjà vu ces photos, quoi. Naissance du gosse que tu viens de contrôler. Et non, bien sûr que non. Et Jeanne Brousse, elle faisait partie d'un réseau secret beaucoup plus grand qui s'était organisé pour aider ces jeunes, par exemple. Des fois, elle envoyait les jeunes vers les jeunesses catholiques. Et les jeunesses catholiques connaissent énormément de familles sur le territoire qui, des fois, ont de la place et qui adoptent des enfants et qui les cachent. Maintenant, qui d'autre fait partie de ce réseau secret? L'armée secrète, qui est une branche de la résistance. Et eux, ils ont des maquis où ils arment et où ils entraînent les jeunes. Ils prennent pas tout le monde, ils prennent ceux qui sont dans la meilleure forme physique. Et... ok, il y a tout un tas de jeunes qui ont rejoint la résistance par conviction, mais il y en a aussi tout un tas qui sont allés dans les maquis parce qu'ils n'avaient aucun autre endroit où aller. Ce qui veut dire qu'en instaurant le service du travail obligatoire, l'Allemagne a envoyé énormément de recrues dans les bras de la résistance. Maintenant, de tous ces jeunes qui sont entraînés et armés dans les maquis, ils restent pas tous forcément en place. Parfois, ils forment des bandes entre eux parce qu'ils s'aiment bien et ils commencent à vadrouiller à travers le pays. Il y a un de ces groupes qui s'appelait le Corps Franc-Simon. Parce qu'un corps franc, c'est une unité qui bouge de façon indépendante dans une armée, et leur chef, son pseudonyme de résistance était Simon, donc le corps franc Simon. Je comprends. Au début, ils ont un peu un côté brigand, genre c'est des jeunes sur les routes qui répondent à personne, quand ils ont besoin de nourriture, ils la volent, et ils ont régulièrement des problèmes avec les flics. La population les aime bien, donc la population les cache de temps en temps, donc ils dorment des fois chez l'épicier du coin, des fois dans une grange. Et il commence... Il faut savoir que c'est hyper intéressant ce qu'il dit, parce qu'en fait, déjà d'une, on est dans la zone libre. En zone libre, c'est plus facile de faire ça qu'en zone occupée. Parce que quoi que là, ils disent que c'est le STO, etc. Donc, mais entre guillemets, ça a été plus facile pour les réseaux de résistance de se développer, notamment en Savoie et dans la zone libre, parce qu'en zone occupée, dès 1939, grosse répression, beaucoup plus difficile de mettre en place des réseaux. Il y en a eu, mais ils ont été plus nombreux et se sont plus développés dans le sud de la France, là où Vichy était en place. Et surtout, la résistance s'est faite grâce aux civils. C'est-à-dire que c'est justement Rose et Félix Bouvard que vous voyez juste ici, en fait, il faut que les civils aident ces gens qui sont dans les maquis pour leur amener à manger, pour les faire survivre, parce que sinon, ces gens-là, ils sont cachés, quoi. Ça se faire connaître en faisant l'épicier du coin, des fois, dans une grange. Et il commence à se faire connaître en faisant des trucs stupides. Il y avait un camp de vacances pas loin d'Annecy qui s'appelait Jeunesse et Montagne, qui était un truc super huppé où les riches de Paris envoyaient leurs gosses pendant les vacances, et c'était financé par l'État. Et le corps Franc-Simon débarque en disant attendez, on est l'armée française maintenant, donc c'est normal qu'on soit équipé par l'État. Ils ont braqué Jeunesse et Montagne, ils sont partis en laissant tout le monde dans le camp en caleçon. Les bâtards. Puis ils ont commencé à faire des trucs un peu plus risqués. Ils ont volé des camions d'essence à la police. Ils les ont conduits jusque dans les villages où il y a les résistants. Ils ont braqué des boutiques en plein Annecy. Ils sont enfuis avec des camions remplis de nourriture. Oh, les cow-boys. Et comme petit à petit ils ont l'air
d'avoir peur de rien, la direction de l'armée secrète se met à les utiliser pour des trucs beaucoup plus dangereux, genre l'assassinat de gens qui collaborent avec Vichy. L'armée secrète, c'est... Et quand tu lis les réseaux de témoignages résistance. sur ces assassinats, c'est très bizarre. D'un côté, il y en a qui ont bien fonctionné, et t'as des histoires qui ont l'air de sortir tout droit d'un film de mafieux, où genre t'as 3 mecs qui débarquent dans un salon et qui rafalent quelqu'un dans son salon à la mitrailleuse. Et d'un autre côté, il y a plein d'assassinats qui ont raté parce que c'était préparé n'importe comment, ou parce qu'ils ont hésité, ou même parce qu'ils ont eu peur de passer à l'acte, et tu lis tout ça et tu réalises que c'est vraiment des gosses. C'est vraiment des mecs de 19 ans avec des flingues. Ah ouais, c'est ça. Hein. Pendant la première année où le corps Francimon fait parler de lui, Là, ça c'est la va résultante des mouvements encore unis de la parce qu'ils sont résistance. poursuivis Tout à fait. soit par des flics français qui sont relativement laxistes avec eux, soit par des Italiens. Sauf qu'à partir de 43, l'Italie elle perd contre les Alliés. Et après, la Haute-Savoie elle est plus gérée par l'Italie, ça elle se est passe gérée pas par bien. l'Allemagne. Et ça Et débarque maintenant, aussi. les résistants, ils ont affaire à la Gestapo. Et dans ce contexte Eh oui, là, ça change un peu, là. extrêmement tendu, le corps Francimon va à Saint-Eustache, qui est un petit village au sud C'est pas d'Annecy, pareil là. et tue 2 officiers allemands. Oh, ça c'est chaud. Et à partir de là, la Gestapo et Vichy, qui se fait mettre incroyablement la pression par la Gestapo, ils vont plus jamais s'arrêter de courir après le corps Francimon. Le chef du corps Francimon s'appelait François Servan. Ça c'est des Son images du nom, front de le l'Est, corps hein, je crois. Hein. Qui se fait mettre Ça, incroyablement c'est la des pression. images. Ça, je pense que c'est des images qui viennent plus du front de l'Est, mais c'est intéressant. Enfin, tu vois, genre je regarde un peu les tenues. Et Si on tout. parle à la Gestapo, ils vont plus jamais s'arrêter de courir après Un le corps revolver, Francimon. punaise, comme ça. Le Non, chef ah du corps ouais Francimon s'appelait Ça m'étonne. François Servan. On aurait Son nom secret de résistance était Simon, voilà, c'est pour ça corps Francimon. Quelque temps après, il va être imprudent, il va donner rendez-vous à un capitaine de police dont il pensait qu'il avait réussi à le faire changer de camp, mais quand il arrive sur place, c'est d'autres policiers qui l'attendent. Et il essaye de résister à l'arrestation, il prend une balle. Et il est dans un état vraiment grave, il est transporté en urgence par les Allemands à l'hôpital. Et le médecin, le chirurgien qui le voit arriver est un allié de la résistance. Et donc il envoie un messager pour dire aux résistants que François Servan est à l'hôpital et qu'il est dans un état tellement grave qu'il peut pas être déplacé. Donc les Allemands peuvent pas l'emmener en prison ou dans une caserne, il doit rester à l'hôpital. Et donc il y a plein de groupes de résistants de la région, dont le corps Francimon, qui commencent à converger vers Annecy pour essayer de le libérer. Et les mecs, c'est des fous. Sauf que quand ils arrivent sur place, les C'est des Allemands zinzins. étaient trop rapides et l'hôpital est complètement encerclé, genre incroyablement défendu. Même avec le corps hospitalier dans leur camp, il n'y a rien à faire. Donc ils font demi-tour, ils commencent à réfléchir à un plan pour libérer leur chef, et ça ne donnera jamais rien, parce qu'en sortant d'Annecy, ils tombent sur un régiment de 200 Allemands qui est en train de rentrer dans la ville. Ouf. Ouais, c'est dur. Hein. 200 Allemands, what Et the tout le fuck. corps Francimon est arrêté. Et ils seront tous exécutés dans une cour d'Annecy le lendemain. Et François Servan est mort de ses blessures le lendemain aussi, donc il est probablement mort dans sa chambre d'hôpital au même moment où ces hommes se sont fait fusiller. Il y a un membre du corps Francimon qui a survécu, et jusqu'en 2015, on pouvait encore lui demander directement comment ça s'est passé. Nous avons un accrochage, ça faisait partie d'un corps franc, la résistance. Et le corps franc, notre chef, a été blessé. Et Jean Monin. il était à l'hôpital d'Annecy. Et les plusieurs corps francs du secteur de la Haute-Savoie avaient été mandatés pour aller le sortir de l'hôpital, parce que c'était des gardes mobiles qui le gardaient. Putain, c'est ouf. Et quand nous sommes arrivés, la personne qui nous a mis en relation, il nous a dit c'est pas la peine d'y aller, les Allemands ont pris position. Et au retour, on a eu un accrochage avec 200 Allemands, et cet accrochage s'est produit dans un carrefour où il y avait une boulangerie, un café, il y avait quelques personnes qui étaient là. L'attraction qui était devant a été stoppée. Nous, on est arrivés derrière, on a été pris comme des lapins dans un fourgon. On a été sortis du fourgon, mis contre un mur avec d'autres personnes qui étaient là, la boulangerie brûlait. Et je peux dire que ça a été un moment terrible pour moi, parce que j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai vraiment pensé à la mort. Wow. Il y avait un fusil batterie, un fusil mitrailleur qui était en batterie devant nous, et on savait ce qui nous attendait. Et ça ne s'est pas produit. J'ai pensé à mes parents, à mes sœurs, et j'ai dit c'est bête de mourir si jeune, parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et ça ne s'est pas produit. On était de là emmenés à 1h30 à peu près. Putain, à la il a les caserne idées claires, hein, le d'Annecy. boug, à ce Et moment-là. là, il y a eu les C'est interrogatoires. ouf. J'étais attaché à une table, à plat ventre sur une table, attaché au menottes au pied de la table et tabassé. Mais j'avais une fausse carte d'identité, j'avais ça d'ailleurs, que ça sur moi, et je leur ai monté en bateau en leur disant que j'étais mitron à la boulangerie. J'étais jeune, évidemment, puisque je n'avais pas encore 17 ans. Ils m'ont cru, et ils m'ont mis en tôle dans la prison de Casangalbert-Annecy.
Et 5 jours après, j'étais emmené au Fort Montluc à Lyon, et de Fort Montluc, j'ai été emmené après à Mauthausen au mois de mars 1944, je suis arrivé à Mauthausen. Peut-être qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de chance, peut-être qu'ils sont morts parce que leur chef s'est fait piéger. Maintenant, le fait est que, à chaque fois qu'il y a un accrochage entre la résistance et Vichy, ou entre la résistance et les Allemands, la résistance perd. Il y a un problème sous-jacent qui est... Il était vachement bien son témoignage. En fait, il était vraiment très clair, très... C'était vraiment zinzin. Vraiment zinzin. Merci beaucoup Isnigood, merci pour le 11e mois d'abonnement, merci pour le soutien. Gigafluide, ouais, parce que pour avoir déjà entendu des vétérans, que ce soit des militaires ou des résistants, c'est vrai que des fois, arrivé à un certain âge, forcément le discours se brouille un petit peu, ou du moins forcément les pensées se mélangent. Là, c'est impressionnant, hein, là, comment il arrive à... C'est assez dingue. Hein. Peut-être qu'ils sont morts parce que leur chef s'est fait piéger. Maintenant, le fait est que, à chaque fois qu'il y a un accrochage entre la résistance et Vichy, ou entre la résistance et les Allemands, la résistance perd. Il y a un problème sous-jacent qui est qu'elle n'est pas assez forte. Elle n'a pas assez d'hommes encore, et elle est vraiment très sous-équipée. Ah bah ouais, c'est la galère. La moitié des jeunes qui sortent des maquis sortent équipés avec le fusil de chasse de leur grand-père, ou des armes de la Première Guerre mondiale. Qui n'ont pas été récupérés par les Allemands. Mais... Quand il y a des résistants qui se battent et qui meurent courageusement malgré le fait qu'ils ne sont pas équipés, ça fait du bruit. Et ça donne des arguments à un certain général de Gaulle, qui est à Londres et qui est en train de négocier pour qu'on envoie des armes en France. Le mois où le corps Franc-Simon meurt, Churchill accepte pour la première fois de parachuter des armes en Haute-Savoie. Ah ouais, punaise, ok, c'est ça qui a... Maintenant, quand tu t'apprêtes à envoyer une cargaison aussi importante, en plein territoire ennemi, la question de où devient... de où tu vas les larguer devient vraiment très 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 importante. Alors, et après plusieurs mois d'études, les services secrets britanniques et la résistance se mettent d'accord sur un très joli plateau recouvert de sapins. Bon, le délire, j'avoue. Il est beau le plan de drone. Sur le QG les Gestapo. Pourquoi lâcher ces armes infiniment précieuses ici? Ils doivent parachuter des armes avec les moyens de l'époque. Pas de GPS, et on vole globalement à vue. Ils doivent les parachuter de nuit au-dessus d'un pays qui est sous couvre-feu. Donc toutes les lumières sont éteintes, c'est l'obscurité complète. Mais, les soirs de pleine lune, quand la nuit est très très claire, il y a des choses qu'on peut voir depuis un avion. Généralement des trucs qui reflètent la lumière de la lune, genre un lac, ou genre un plateau entièrement recouvert de neige. Si t'étais sur le tarmac avec le pilote anglais qui s'apprête à survoler la France, tu lui dirais « Ok, tu vois Genève ? Genève, c'est pas en France, c'est en Suisse, donc il n'y a pas de couvre-feu, donc ça brille la nuit. Donc tu trouves Genève. Quand tu y es, tu vas droit au sud, et tu vas finir par voir le lac d'Annecy, que tu vas voir parce qu'il va refléter la lumière de la lune. Tu regardes à l'est, et il va y avoir un gigantesque plateau qui va luire parce que ce sera une nuit de pleine lune et qu'il est recouvert de neige. Oh le bordel. Tu lâches les armes là. Oh la quête. Oh la quête est... Désolé, mais les gens qui ont designé les quêtes, c'est très mal fait. Enfin, désolé, mais on pourrait avoir plus d'indications. Un petit marqueur sur une map, ce serait beaucoup plus simple en réalité. Ah ouais, le bordel. Attendez, il m'a dit quoi? Attendez, c'était au sud ou au nord qu'il fallait après? C'est à l'ouest, à l'est. C'est pas clair. Ah, les largages, c'est une aventure. Ah, mais mec, mais de fou. Mais des fois, les gens, ils larguent du matériel. Mais des fois, ils larguent des gens aussi. Quand tu largues du matos, c'est quelque chose, mais il y a des agents français qui avaient rejoint De Gaulle qui vont être largués aussi en plein territoire ennemi. Et là, t'arrives, t'as des faux papiers, t'es largué au milieu de nulle part. Ça se trouve, tu connais pas les gens, tu sais pas trop à qui tu dois parler, il faut que tu trouves ton contact. Ça aussi, c'est un bordel. Hein. Ça aussi, c'est un bordel. Hein. Réussir à retrouver les réseaux que tu dois aller former, parce qu'il va y avoir des agents comme ça qui vont aller former les réseaux. Je pense notamment à la plastiqueuse à bicyclette, notamment, résistante bretonne. Elle aussi, tu vois, enfin, qui s'appelait je connais juste son surnom, mais tu vas la voir, mon Gilda. Plastiqueuse à bicyclette. Ah, je l'ai. Attendez, faut que je le retrouve. Jeanne Boeck, évidemment, Jeanne Boeck. Mais c'est ça qui est fou, quoi. Merci beaucoup. Jeanne Boeck, tu vois, pareil, qui va... Enfin, c'est vraiment, c'est un bordel, quoi. Donc, oui, tu largues du matériel, mais des gens aussi, des fois. Est-ce qu'ils vont réussir? Voilà pourquoi le plateau d'Eglia. C'est un des rares endroits qu'un pilote peut trouver de nuit à l'œil nu.
Maintenant que tu sais où tu vas lâcher les armes, la question est à qui tu vas confier la mission de les chercher sur ce plateau en plein territoire ennemi. Et la résistance choisit Tom Morel. Tom Morel est un militaire français. Beau gosse. C'est un mec qui avait déjà la Légion d'honneur et la Croix de guerre et était chef d'une unité d'élite quand il avait 24 ans. C'est un membre du 27e bataillon des chasseurs alpins, qui est traditionnellement le bataillon qui est posté à Annecy. Et quand les Italiens sont arrivés au début de la guerre, ils sont arrivés très vite, ils étaient plus nombreux que les Français. Et les Français ont tenté de se replier de l'autre côté de la rive de l'Isère en se disant on va les bloquer sur la rivière. Et ils ont eu le temps, parce que les Italiens se sont fait arrêter une division entière au col du Petit Saint-Bernard, contre une forteresse construite il y a 300 ans, misérable et toute petite, dans laquelle il n'y avait que 40 défenseurs, qui s'appelait la Redoute Ruinée. Le truc, c'est qu'à chaque fois que les Italiens essayaient de poser de l'artillerie pour pilonner la Redoute Ruinée, l'artillerie française, qui était plus bas dans la vallée, leur tirait dessus avant. Et les Français savaient toujours exactement où tirer, parce que, sur les sommets aux alentours de la Redoute Ruinée, il y avait quelques unités qui étaient restées. Oh, les boss. Les éclaireurs skieurs, qui étaient les troupes d'élite des chasseurs alpins, s'étaient mis sur les sommets aux alentours de la Redoute pour être les yeux de l'artillerie et pour s'assurer que personne passe dans le dos de la Redoute. Et ça veut dire que pendant 3 jours, ils sont restés à des endroits où la plupart des gens galèrent parce qu'ils commencent à manquer d'oxygène, où le froid tue encore plus que les ennemis, et où ils ont fait un combat retardateur à 1 contre 20 parce que la majorité des Français s'étaient retirés. Mais ils ont gardé ces pics suffisamment longtemps pour que quand les Italiens sont finalement arrivés jusqu'à la rivière, elle était fortifiée. Et donc les Italiens n'ont jamais passé l'Isère. C'était le job de Tom Morel. Il était chef d'une unité d'éclaireurs skieurs et il était sur les sommets à ce moment-là. Et puis la France a capitulé et Tom a été renvoyé à Saint-Cyr, à l'école des officiers pour être prof. Et puis quand l'Italie a envahi le sud de la France, l'armée de Vichy a été entièrement dissoute. Et à ce moment-là, Tom a disparu. Mais non. Réellement évaporé dans la nature. Le gouvernement ne savait plus où il était. Et quand il ressurgit quelques années après, il est le chef des bases de l'armée secrète en Haute-Savoie. Oh là là, le boss. Mais pardon, mais quel gros baiser. Mais désolé, mais moi j'ai un vrai smash là. Mais quel gros baiser ce Morel là. Putain, mais le mec quoi. Saint-Cyrien. Boum, Vichy arrive, disparaît. Putain, le giga chad. Pilote. Prouveur de fou, je trouve. Ah oui, il est pilote de zinzin lui. Pilote. Putain. Éclaireur, skieur, baiser. Ça j'avoue. C'est fort en vrai. Et oui, mais en fait c'est super intéressant. Alors, c'est vrai que je pense que j'ai une déformation professionnelle. Je pense que je suis zinzin. Quand je vais dans des montagnes, je me dis souvent, putain, la Seconde Guerre mondiale dans les montagnes, ça devait être chiant. Et je suis allé il y a 2 semaines au ski, et j'étais là, et je me disais, putain, la Seconde Guerre mondiale dans les montagnes, là, oh le bordel. Mais c'est vrai que, punaise, on parle souvent de la bataille en forêt, etc., mais c'est mon empire romain. Bah, quand je suis à la montagne, je vous jure que je pense à ça. Je me dis, putain, les chasses, c'est dingue, je sais pas pourquoi. Mais je me dis toujours que c'est vrai qu'on minimise, je pense, le foot du téléciel. Mais je pense qu'on minimise l'aspect technique, tactique de la bataille en montagne, quoi. Parce que ça doit être un bordel, mais genre d'attaquer une montagne, les mecs ils sont en haut, tu te fais pilonner par artillerie, les gars, mais ils sont à 2500 mètres, qu'est-ce que je vais pas monter en haut, ça sert à rien, on va tous se faire fumer, tu vois. Et genre, je trouve ça assez ouf. Pas minimiser la connaissance des montagnes, leur environnement. Mais ouais, c'est fou la connaissance qu'il faut, tu vois. Moi, je pense à Hannibal. Et du coup, j'ai pensé à Hannibal, qui a fait traverser les Alpes à ses éléphants. Et bon, bah, ça, c'est encore autre chose, mais c'est une dinguerie. Vraiment dissoute. Et à ce moment-là, Tom a disparu. Réellement évaporé dans la nature. Le gouvernement ne savait plus où il était. Et quand il ressurgit quelques années après, il est le chef des bases de l'armée secrète en Haute-Savoie. C'est lui qui recrutait et entraînait les jeunes qui voulaient disparaître en Haute-Savoie. C'est probablement lui qui a armé le corps Franc-Simon, et c'est très probablement lui qui les a envoyés à leur mort aussi, parce que apparemment c'est Tom Morel qui décidait de tous les assassinats dans la région. Comme il vient de passer des mois et des mois à envoyer des jeunes sous-armés faire des missions extrêmement dangereuses, Tom Morel se sent extrêmement concerné par ces armes. Il aimerait vraiment beaucoup les avoir. Tu m'étonnes. Et c'est le mois où il perd le corps Franc-Simon qui reçoit un message qui dit Churchill va nous envoyer énormément d'armes. Ça va arriver au plateau des Glières et ça va arriver à la prochaine pleine lune. Donc il prend son calendrier, il voit qu'on est le 31 janvier, il voit que la prochaine pleine lune c'est le 10 février.
Il peut pas monter tout de suite avec 10 jours d'avance, ce serait super suspect. Il y aurait plein de gens qui se demanderaient pourquoi il y a 200 personnes sur un plateau pendant 10 jours. Mais il n'a pas le choix. Il doit monter parce que d'un autre côté, il entend des rumeurs bizarres du gouvernement qui apparemment en a marre de ce que fait la résistance en Haute-Savoie et qui est sur le point de placer la région en état de siège. Et ça veut dire des flics partout, des barrages partout, des gens qui posent des questions partout. C'est très dur d'aller chercher 20 tonnes d'armes sur un plateau avec 150 personnes si tu te fais arrêter tous les 2 mètres. Donc le soir même, le 31 janvier, il prend 150 personnes avec lui. En partie des anciens militaires, en partie des jeunes qui viennent d'arriver, et il monte sur le plateau. Mais ils n'ont pas le droit à la moindre lumière. Sinon on pourrait les voir depuis la ville. Donc faut imaginer 150 mecs sur la pente de la montagne avec de la neige jusqu'au genou qui essayent de trouver la route jusqu'au sommet dans le noir complet. Ça c'est fou. Alors, il faut savoir qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de lumière partout, mais vous savez qu'on peut voir des lumières mais tellement loin. Il était interdit pour les soldats américains de fumer des cigarettes dans le bocage normand la nuit. Parce qu'une cigarette, même une cigarette allumée, ça se voit à des centaines de mètres. Et donc, c'est pour ça, c'est zéro. Quand on vous dit zéro lumière, c'est zéro lumière. Trouver la route jusqu'au sommet dans le noir complet. Et la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui débarque qui s'appelle Élie Muffat, qui est un ancien compagnon de Tom Morel quand ils étaient tous les deux chasseurs alpins. Et Élie Muffat, il travaille au service des eaux et forêts. Et il connaît extrêmement bien la montagne. En fait, quand t'es un ancien soldat et que tu voulais pas rester aux ordres de Vichy après la défaite, mais que tu pouvais pas non plus disparaître dans la nature parce que t'as une famille, bah, le service des eaux et forêts, c'était une planque absolument incroyable parce que c'est ton job de vadrouiller à travers le pays, donc tu peux disparaître sans qu'on te pose de questions et aller aider la résistance en secret. Donc Élie les récupère, Élie les guide jusqu'en haut et ils arrivent jusqu'au plateau des Glières. Allez. Les conditions sont catastrophiques, sommet des Alpes en hiver, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, il n'y a pas assez de chalets pour tout le monde, le froid c'est une dinguerie, et c'est des jeunes qui connaissent rien à la vie à la montagne pour la plupart d'entre eux. Il y avait un Parisien dans le tas à qui on a dit d'aller chercher de l'eau en le pointant vers la rivière, qui est revenu en disant qu'il n'avait pas trouvé le robinet. Voilà, c'est le niveau où ils en sont. Mais bon, ils attendent une dizaine de jours. Personne vient les C'est pas trouvé le robinet. Ah, c'est les mêmes qu'en 2025, hein. On a les mêmes, hein. Oh, la Gen Z parisienne, quoi. Oh, la dinguerie. Oh là, ils ont dû se foutre de sa gueule, terrible, hein. Aujourd'hui, pareil. Putain, le citadin, c'est mort. Ah là là, tu te fais expose 70 ans plus tard, j'avoue. C'est le niveau où ils en sont. Mais bon, ils attendent une dizaine de jours. Personne vient les embêter parce que personne n'a envie d'escalader la montagne pour voir s'ils sont là en plein hiver. Et au bout de 10 jours, l'avion anglais arrive. Et il largue 1/10 de ce qui a été promis. Oh l'enfer. Ouais, ça arrive. Personne ne sait pourquoi. Peut-être que quelqu'un en avait plus besoin ailleurs, peut-être que les... Donc ça, vous le voyez, ça c'est des silos de munitions. En fait, c'était largué dans ça. En fait, en gros, là, l'image, on voit larguer un. Et en fait, vous accrochez le parachute au bout et vous le larguez. En fait, à l'intérieur, vous pouvez avoir des armes, des munitions. Il pouvait même y avoir des motos dans ces conteneurs. Il pouvait même y avoir ils avaient des pocket bikes qui existaient à l'époque, qui ont été mis en place par les Britanniques. Et où tu pouvais, tu le montais en 2-2 et tu partais. Alors il y a un exemplaire de ce genre de moto qui est au musée de l'armée. Si jamais vous voulez le voir un jour, c'est très drôle. Et en fait, ça permettait notamment à des agents, imaginez un agent qui était largué au milieu de la pampa, et ben en gros, il était largué avec son matos et hop, il partait avec sa petite moto en pleine nuit et c'était parti quoi. Donc c'était pour les paras les motos, ouais, pour les paras mais pas que. Mais il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas eu des masses, hein. Faut pas faire en mode ils en avaient beaucoup, c'est rare, mais je trouve ça rigolo. Ça part en pocket bike en légende. Les messages se sont embrouillés, c'était la guerre, c'était le chaos. Le musée de l'armée, c'est où? Le musée de l'armée, c'est à Paris, c'est aux Invalides à Paris, pour ceux que ça intéresse. Voilà, personne ne sait pourquoi. Peut-être que quelqu'un en avait plus besoin ailleurs, peut-être que les messages se sont embrouillés, c'était la guerre, c'était le chaos. Le fait est qu'avec ce qu'ils ont, ils ne peuvent rien faire. Donc ils envoient des messages, les Anglais disent ok, on va envoyer le reste de la cargaison. Le problème c'est un pilote ne peut passer que si c'est la pleine lune. Oh l'enfer, on part attendre un mois. Ils doivent attendre un mois de plus sur le plateau. Oh l'enfer. Sauf que rester sur ce plateau sans se faire repérer pendant un mois, ça va être super technique. Quel enfer. Juste quelques jours après, il y a un groupe de jeunes du plateau qui descendent dans la vallée pour essayer de trouver de la nourriture. Et entre-temps, l'état d'urgence est passé.
Donc la police est beaucoup plus à cran. Elle voit descendre les jeunes, elle ouvre le feu. Sans sommation. Wow. Il y a une fusillade. La plupart des résistants s'enfuient, mais il y a 3 jeunes du plateau qui sont arrêtés. Là-dessus débarque le curé Truffy, qui est le curé du village du coin et qui se met régulièrement en danger pour aider la résistance. Il va voir le commandant Rollet, le chef des policiers, et il sait, le curé, que le commandant Rollet est secrètement un sympathisant de la résistance. Donc il négocie avec lui et le commandant lui dit « Ok, je vais laisser partir ces 3 jeunes, mais on a quand même un énorme problème. Le gouvernement me surveille de très très près. Ma région vient d'être passée en état de siège. Et maintenant j'ai des jeunes avec des armes qui descendent des collines, j'ai des fusillades dans les rues, je dois au moins donner l'impression que je fais quelque chose. Sinon le gouvernement va envoyer plus de gens et ce sera plus moi. » Alors, le curé et le commandant mettent sur pied un plan incroyable. Le commandant va prendre ses hommes les plus paresseux, ceux qui font le moins d'efforts, et il va les envoyer sur le plateau pour voir s'il y a des résistants. Et au même moment, le curé va envoyer quelqu'un pour prévenir les résistants pour qu'ils se cachent. La personne à qui le curé confie la mission La technique. passe la soirée à boire et oublie de se réveiller le lendemain matin. Et le lendemain matin, quand les flics arrivent sur le plateau, ils tombent nez à nez avec les résistants, qui croient qu'ils sont en train de se faire attaquer, et qui ouvrent le feu. Oh là 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 là. Des fois, l'histoire, ça tient à pas grand-chose. Hein. Des fois, l'histoire, ça tient à pas grand-chose. Oh, l'enfer. You had one job. You had one job, guy. Oh là là, terrible. Oh, abusé. J'ai tellement d'anecdotes de fail à cause de la liche, mais Gilda, mais ça m'étonne pas. Ah, les mecs qui se bourrent la gueule, c'est terrible. Oh là là là, l'alcool au toit. Ah, mais il faut choisir, faut bien choisir les gars, quoi. Oh, c'est terrible. Absolument terrible. Merci beaucoup d'ailleurs, on est les 2000, je viens de voir qu'on vient de passer les 2000 subs, merci énormément. Ça fait très plaisir, merci pour le soutien, toutes et tous. Ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Adorable, incroyable, bien sûr. Énorme fusillade, ça dure 30 minutes, les policiers redescendent, sauf que tu ne peux plus étouffer ça. C'est trop tard. Ils descendent et ils en parlent, évidemment. Bah ouais, tu et m'étonnes. maintenant, le gouvernement local, le gouvernement à Paris et les Allemands, tout le monde sait qu'il y a 200 personnes avec des armes sur le plateau des... Oh la dinguerie. Et c'est là qu'intervient l'énorme question, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes? Tu peux pas rester. Parce que une base secrète de la résistance, ça ne peut pas être découvert. Si le gouvernement sait où est ton maquis, tu es mort. Tu prends un raid de la gendarmerie ou de l'armée, c'est fini. Mais tu peux pas partir non plus. Parce que ça fait des années et des années qu'ils attendent ces armes qui leur permettraient de sauver leurs proches et leur région. Il aura fallu des mois pour trouver le plateau des Glières, il faudrait des mois pour trouver un autre endroit, et ça se ferait probablement jamais parce que les Anglais étaient pas très partants dès le début. Ils peuvent pas partir et ils peuvent pas rester. Mais c'est pas complètement désespéré non plus. Ah ouais, bah, Le ça. maquis a une chance de tenir d'abord parce qu'il est très dur à déloger, parce qu'en fait il y a énormément de gens sur ce plateau. Sur les 100 qui sont montés le premier soir, il y a beaucoup de gens qui sont venus se rajouter. En fait, ça a fait tellement de bruit cette mission dans les canaux de la résistance, c'est tellement la plus grosse cargaison d'armes qui va arriver en Savoie depuis l'armistice, qu'il y a plein de gens de plein de mouvements différents qui se sont ramenés. Tu m'étonnes. D'abord il y a les francs-tireurs et le partisans, bordel. qui sont la résistance. Tu connaissais cette histoire? Alors, je connaissais l'histoire du plateau des Glières, je savais qu'il y avait eu un gros mouvement de résistance là-haut, mais je savais pas en détail ce qui s'était passé. Du coup, ce qui fait que j'ai un peu le contexte, mais on m'a parlé que c'était un gros réseau de résistance et que il y avait des trucs, mais je savais pas en détail. Enfin, ça c'est sûr. Gens sur ce plateau. Sur les 100 qui sont montés le premier soir, il y a beaucoup de gens qui sont venus se rajouter. En fait, ça a fait tellement de bruit cette mission dans les canaux de la résistance, c'est tellement la plus grosse cargaison d'armes qui va arriver en Savoie depuis l'armistice, qu'il y a plein de gens de plein de mouvements différents qui se sont ramenés. D'abord il y a les francs-tireurs et partisans, qui sont la résistance communiste. Autant l'armée secrète c'est le mouvement dirigé par De Gaulle, autant les francs-tireurs et partisans c'est la résistance dirigée par le Parti communiste français, et ils ont leurs propres règles, ils obéissent à leurs propres leaders, et ils s'entendent des fois pas du tout avec l'armée secrète, oui, mais la c'est mission ça est tellement aussi. importante qu'ils ont débarqué pour aider. Il y a des Russes... C'est la réalité de la résistance à l'époque, hein. C'est que t'as des mouvements de résistance, alors t'as l'AS, alors après il y aura la FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, quand en gros on aura réussi à unifier les mouvements de résistance, mais effectivement pendant très longtemps, que ce soit d'ailleurs communiste ou pas, il y a des gros soucis de commandement avec des réseaux de résistance qui se marchent un peu sur les pieds, qui s'entendent pas sur la manière de faire. Il y a beaucoup aussi de débats sur la façon de faire les choses. Est-ce qu'on doit
est-ce qu'on doit... FFI et FFL, c'est les mêmes groupes. Non, c'est différent du coup. Et en fait, et aussi, c'est comment est-ce qu'on doit mener la résistance? Est-ce qu'on doit assassiner l'occupant? Est-ce qu'on doit plutôt saboter? Est-ce qu'on doit rester dans... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte sur ça. Et par exemple, le groupe, les fameux FTP, vous avez entendu parler des FTP il n'y a pas longtemps parce que vous avez les FTP MOI qui sont sur Paris, par exemple. C'est le groupe de ce résistant qui a été exécuté et qui est entré au Panthéon, Manoukian, merci beaucoup, qui est entré au Panthéon l'année dernière. Donc Misha Manouchian, donc qui lui était à la tête des FTP MOI, donc qui était un groupe de résistants donc communistes à Paris. Et donc avec la fameuse liste rouge, etc. Donc c'est des groupes qui sont un peu, qui peuvent un peu se marcher dessus des fois avec des façons de faire un petit peu différentes. Mais voilà, si vous voulez vous intéresser au mouvement des FTP, franchement, il y a des très bons documentaires qui ont été faits sur le groupe de Manouchian avec une fin absolument Manoukian. Ah, c'est Manoukian. Je crois que c'était Misak. Je crois que c'était Manouchian qu'on disait. Manoukian. Pardon. Donc voilà, donc Misak Manouchian, voilà, qui est super. Dirigés par le Parti communiste français, et ils ont leurs propres règles, ils obéissent à leurs propres leaders, et ils s'entendent des fois pas du tout avec l'armée secrète, mais la mission est tellement importante qu'ils sont débarqués pour aider. Il y a des Russes, pour des raisons évidentes, les Russes n'étaient pas très très fans des nazis, mais il n'y avait pas que des Russes rouges dans la résistance en France, il y avait aussi beaucoup d'anciens royalistes qui avaient fui leur pays, qui s'étaient réfugiés en France, et les deux camps ont pris part dans la résistance française. Il y avait énormément de nationalités différentes dans la résistance française, et donc il y avait énormément... FTP MOI, bah, c'est ce dont je parle, les immigrés communistes antifascistes et résistants. Donc voilà. De nationalités différentes sur le plateau des Glières. Il y avait plein de Polonais, parce qu'il y avait une grosse diaspora polonaise en France, notamment dans les mines, et ils n'étaient pas particulièrement ravis que leur pays était envahi par l'Allemagne. Il y avait des Espagnols. Normal, il y a plein de Français qui sont allés se battre aux côtés des républicains espagnols contre Franco. Maintenant, il y a des Espagnols sur le plateau des Glières. Et il y avait même des Allemands et des Autrichiens qui venaient de groupes antifascistes. Waouh! Le délire. Au bout de quelques semaines, ils sont presque 500. Ça, c'est des spartakistes. Donc, ce qu'on appelle... donc voilà, c'est les spartakistes aussi, qui sont des groupes... oh là là, incroyable. Ça, c'est une dinguerie. Alors, sachez que il parle rapidement des Russes. Je fais une toute petite parenthèse pour dire que... Alors, il y a des Russes qui se sont battus sous uniforme allemand. Aussi, qui se sont battus sous uniforme allemand. C'est important de le signaler. C'est des Russes qui ont... En fait, on leur disait soit tu vas en prison et ça se trouve tu meurs, ou tu te bats et tu te bats sous uniforme allemand. Donc, il y en a eu. Et la plupart, notamment, ont été utilisés pour occuper du terrain. Notamment, et je salue mes amis belges, je salue les amis belges, et donc, et parfois, il y avait des motivations aussi anticommunistes, ce genre de choses, mais pas que, il y a aussi envie de sauver sa peau. Et donc, sachez que, voilà, notamment, il y en a eu pas mal en Belgique à un moment donné. Belgique et nord de la France. J'ai même entendu dire, alors ça, il va falloir que j'en parle, parce que j'ai même entendu dire qu'il y en avait en Bretagne, et ça m'a surpris. C'est des potes, enfin c'est de la famille qui me disait de mémoire de grand-père qu'il y avait des Russes qui étaient là, quoi, qui s'occupaient justement de garder certains territoires, et voilà, il fallait plus d'Allemands sur le front de l'Est. Du coup, on envoyait certains Russes s'en occuper. Donc voilà, donc il n'y a pas que des Russes qui ont résisté, mais c'est intéressant comme quoi. C'est vrai que souvent on voit un peu les choses de manière binaire, en mode les Allemands c'est les fascistes, les Russes c'est les communistes, et les Français, ils en étaient contre les nazis. Mais non, il y a eu un peu de tout. Il y avait des gens qui étaient profondément anticommunistes, même chez les Russes. Il y avait des gens qui étaient anti-nazis en Allemagne. Et donc c'est intéressant justement de voir comment ces réseaux de résistance ont réussi à survivre. C'est vrai que pour le coup, les réseaux de résistance en Allemagne, je sais que c'est une question qui revient très souvent. Les réseaux de résistance en Allemagne étaient très peu nombreux. On a eu le réseau de la Rose Blanche qui a existé à un moment donné. Mais c'est vrai que c'était difficile, voire quasi impossible, d'organiser un vrai réseau de résistance. Du coup, c'était plus des entreprises individuelles qui étaient mises en place, quoi. Et c'est quoi l'effet concret de la résistance française? Il y a eu un vrai impact. Ouais, il y a eu un vrai impact, notamment ça a aidé le débarquement, beaucoup d'informations qui ont été données pour les alliés. Donc oui, il y a eu quand même un effet. Après, bon, pas non plus. Mais oui, ça reste. Après, c'est une question d'effet. Est-ce que c'est ça important? L'effet, en tout cas, c'était pour eux déjà de résister, de dire que le combat n'était pas fini, que les choses avaient un sens et qu'on pouvait se battre contre un occupant. Après, l'impact, évidemment, il est difficile à quantifier. C'est sûr qu'aujourd'hui, il ne faut pas surévaluer le nombre de résistants en France qu'il y a eu. Et ils ont été très peu nombreux. Et voilà, il y en a qui ont voulu aussi sauver des vies, sauver des juifs notamment.
Donc il y a eu des réseaux de résistance, notamment sur les sauvetages, notamment dans la zone italienne, on en parlait un peu. Il y a eu beaucoup de mouvements de résistance qui se sont occupés de faire transiter par la zone italienne, parce qu'en fait les Italiens ne déportaient pas les Juifs pendant très longtemps. Peut-être à la fin de la guerre ça a un peu changé, mais au début les Italiens ne déportaient pas les Juifs, donc du coup la tactique c'était les enfants juifs étaient envoyés, certains, dans la zone de Nice, puis transitaient jusqu'à la Suisse, notamment du coup par la Savoie, pour pouvoir justement être sauvés et éviter d'être sur des terrains occupés par les nazis et donc d'être déportés. Et ce qui fait que il y a eu beaucoup de réseaux, donc il y a des réseaux de résistance qui ont été faits pour justement envoyer les enfants, notamment de Paris jusqu'à Nice, qui récupéraient les enfants, qui les renvoyaient après en douce jusqu'en Suisse, et qui ensuite elles étaient récupérées en Suisse par d'autres résistants qui s'y trouvaient. C'est un truc de fou en vrai. C'est vraiment... Donc c'est dingue. Hein. C'est dingue. C'est en Suisse qu'ils amènent l'enfant dans Monsieur Batignolles, justement. Ah, j'ai pas vu ce film. Bon, bref, voilà, je m'égare un petit peu. En tout cas, il y a du monde sur le plateau des Glières et c'est intéressant. Franchement, c'est trop cool qu'il en parle, justement. Le côté un peu international sur le plateau. Donc voilà. D'ailleurs, les nazis n'ont pas du tout touché à la Suisse ou à ses habitants. Juifs, pas du tout. Ah non, la Suisse était pas du tout occupée. La Suisse s'est déclarée neutre. Et la Suisse la Suisse est restée complètement en dehors des débats. Complètement. Donc ouais. Ils venaient de groupes antifascistes. Et au bout de quelques semaines, ils sont presque 500 sur le plateau. Et ça a beau être 35 groupes différents avec chacun leurs objectifs et leur hiérarchie et leurs ordres, ils s'entendent parfaitement bien. Et ils patrouillent ensemble pour que la milice et la police, qui maintenant les encerclent complètement, puissent pas monter sur le plateau. Et alors que leur situation est mauvaise, ils sont entièrement encerclés, et même s'ils reçoivent les armes, qu'est-ce qu'ils en feront une fois qu'ils seront complètement encerclés? Malgré le fait que la situation a l'air vachement sombre, le moral est excellent. Peut-être parce qu'ils rêvent de ces armes depuis des années, peut-être parce qu'ils entendent des rumeurs qui disent que bientôt les Américains vont débarquer. En parlant d'armes justement britanniques, l'arme que vous voyez juste ici, de ces armes depuis des années. Ça c'est une Sten par exemple, ça c'est une arme britannique. Donc c'est une arme donc avec notamment le chargeur sur le côté. Donc ça typiquement, vous voyez, ça c'est des armes qui peuvent être attendues par des résistants. Notamment, après il y a d'autres armes comme les Grease Guns qui sont aussi des armes mais qui sont des armes elles aussi utilisées par les résistants. Mais voilà, ça c'est typiquement des armes un peu de merde qui sont envoyées aux résistants. Ça coûte pas cher à produire, mais bon, ça fait le taf quoi. Années, peut-être parce qu'ils entendent des rumeurs qui disent que bientôt les Américains vont débarquer à l'ouest et qu'ils ont juste à tenir quelques mois. C'est en grande partie crédité à Tom Morell aussi. Il y a plein de gens qui étaient sur le plateau qui ont dit qu'il avait réussi à avoir le charisme et les qualités de meneur nécessaires pour être suivi par 30 groupes. Quel giga de lui vraiment. Quel gros baiser lui vraiment. C'est là que vont devenir encore plus incroyablement importants tous ces gens qui font partie de la résistance, mais qui ont encore leur job de tous les jours, qui n'ont pas disparu dans la nature, qui se font passer pour des civils ordinaires, mais qui aident en secret. Déjà, si personne crève de faim sur le plateau, c'est en grande partie parce que les gens du service des eaux et forêts montent par des routes improbables que personne connaît pour ramener à manger. Il y a un paysan de la région, une fois, qui a réussi à nourrir le plateau pendant quelques jours parce qu'il est passé derrière la police sur un chemin de montagne avec 25 vaches. Oh la dinguerie! Et outre la nourriture, ils arrivent à communiquer avec le monde extérieur et à dire aux Anglais on est toujours là, envoyez les armes, grâce à tous les messagers qui sont dans la région. Et c'est très 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 souvent des femmes d'ailleurs, à bicyclette. À chaque fois qu'il faut bouger une information, un message, de l'argent, voire une arme pour quelqu'un, c'est une messagère à bicyclette qui s'en charge. Elles se font contrôler une fois avec un truc qui appartient à la résistance, elles sont torturées puis déportées. Et elles n'ont pas d'escouade avec elles pour les protéger si ça tourne mal. Et elles font des centaines de ces missions. Statistiquement, c'est probablement les membres de la résistance qui risquent le plus souvent leur vie. Colette et Louise Perriès, par exemple, c'est deux filles d'un village du coin qui ont fait des centaines de ces missions pendant toute la résistance. Et parfois, elles déplacent quelque chose d'encore plus dangereux qu'une arme ou une info. Elles déplacent des gens. Genre par exemple, quand un pilote anglais se fait abattre au-dessus de la France, et que la population arrive à le récupérer in extremis avant que la police arrive et à le cacher. Quand, quelques semaines après, il s'est suffisamment remis et il est prêt à passer la frontière, qui c'est qui tape à sa porte pour venir le chercher? Louise Perriès. Et le plan pour sortir de France est simple,
il faut se balader dans les champs qui font la frontière entre la France et la Suisse, attendre qu'il n'y ait aucune patrouille et réussir à passer à travers le grillage à un endroit secret où la résistance a coupé le grillage. Club Maté. Hein. Si tu es seul, tu es repéré de super loin, tu te fais arrêter. Mais si tu es avec Louis Perriès, va vous ressembler juste à 2 jeunes du village en rendez-vous amoureux. Mais faut pas tomber sur une patrouille qui pose trop de questions non plus. On m'avait chargé de passer... Oh bébou Oh la bosse Cette dame, la patrouille allemande qui en principe aurait dû Oh être là, passée... presse F pour Colette Perrier. Est passée et nous a arrêtés. Halt, papier. Alors bon, je mets mes papiers. Ils ont fouillé ma poche, une poche, pas l'autre. Et puis ils ouvrent mon sac, ils voient ma chemise de nuit. Moi, je rougissais très très vite. Quelle chance, j'ai rougi. Alors je leur dis, mes parents ne savent pas, mais on va tous les deux pour coucher dans un petit hôtel là derrière. et surtout, il ne faut pas le dire. Puis je faisais très jeune. Alors ils m'ont bien regardé, puis ils m'ont dit, bon, bonne chance. Alors on a continué, on s'est rendu beaucoup l'un contre l'autre comme 2 amoureux. Oh. Mais j'ai pas eu peur. Et arrivé de l'autre côté, on m'a offert un verre de vin. Je prends mon verre, je tremblais, j'ai posé mon verre pour pas montrer que je tremblais, mais j'avais pas l'impression d'avoir eu peur. Et j'arrivais pas à tenir mon verre. Encore te le dis. Qui tremblait, j'étais furieuse. Alors c'est super intéressant parce que du coup ça interroge sur la question des... Putain mais cette vidéo est trop bien, bravo The Great Review parce que je me régale, c'est trop bien raconté, bref, le mec est très fort. Ça pose vraiment beaucoup de questions hyper intéressantes sur la place des femmes dans la résistance. Je me permets de faire un petit entracte pour en parler parce que c'est très important et c'est souvent oublié. Déjà d'une, les femmes ont très souvent été effacées par les hommes résistants dès le moment de l'organisation des groupes de résistance. C'est-à-dire que beaucoup de femmes étaient à l'initiative de groupes de résistants, que ce soit en zone occupée ou en zone libre. Et en fait, elles étaient à la genèse. Mais à partir du moment où le groupe s'organisait, où une hiérarchie se mettait en place, très rapidement, on observait que les femmes étaient mises de côté et étaient relayées très rapidement à des rôles de subalternes. C'est ce qui arrivait à de nombreuses résistantes, notamment aussi Jeanne Boëck, dont je parlais tout à l'heure. Alors que c'était une femme qui était validée par notamment De Gaulle, etc. On a eu beaucoup de mal à l'entendre parce que c'était une femme. Aussi, une autre chose, l'intérêt des femmes dans la résistance, quelle est-elle ? C'est qu'on soupçonne beaucoup moins les femmes que les hommes. L'occupant a du mal à croire qu'une femme peut, si ce n'est résister, organiser un système de résistance et être à l'initiative. Souvent, on va penser qu'on les manipule. Souvent, on va vouloir les interroger pour qu'elles donnent qui leur a donné la mission. Alors, parfois, elles peuvent être à l'initiative, évidemment, de sauver un pilote anglais, de transmettre un message, de prévenir d'un danger. Les femmes on sous-estime, justement, l'ennemi sous-estime l'impact des femmes dans les réseaux de résistance et donc du coup ce qui fait qu'on les soupçonne moins. Malgré tout, si elles sont attrapées, elles sont torturées et elles peuvent être déportées comme il le dit très bien. Donc ouais c'est vraiment c'est un truc très important qu'il faut retenir dans la résistance. Si vous voulez creuser le sujet des femmes résistantes, il y a une super série de podcasts qui a été faite par Philippe Collin qui s'appelle Les Résistantes et où justement il parle de 5 histoires de femmes ayant résisté et chacune ont leur histoire bien à elles. Chacune parle justement chacune de leur histoire évoque un pan de la résistance. Certaines qui sont allées à Londres, d'autres qui sont restées en France, d'autres qui sont allées à l'étranger. Voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle Face à l'histoire et la série de podcasts s'appelle Les Résistantes. Et je vous invite vraiment à aller écouter parce que c'est incroyable. On en avait parlé en plus avec lui, il était venu nous en parler en live de cette série de podcasts. Et parce que Philippe Collin, voilà. Donc il fait ses podcasts pour France Inter et allez-y, foncez. Il a fait des séries sur les résistantes, mais il parle de grands personnages de l'histoire. Il y a une série de podcasts sur notamment le parcours de Philippe Pétain. Il y en a sur Simone de Beauvoir. Il y en a d'autres sur Napoléon. Enfin bref, il y en a plein. Donc allez-y, c'est sur l'application Radio France. Donc c'est complètement gratuit si vous le voulez. Ou si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, etc. C'est aussi sur Leclerc aussi, tout à fait. C'est disponible. Donc voilà. Mais
Je trouve ça cool qu'il en ait parlé. Je trouve que c'est vraiment important. C'est très souvent oublié. Et je trouve ça super de la part de The Great Review d'avoir gardé ce moment pour parler des femmes dans la résistance. C'est vraiment primordial. Redis-moi le nom. Le nom, ça s'appelle Face à l'Histoire, le nom du podcast. Et celui qui donne sa voix pour cette série de podcasts s'appelle Philippe Collin. Vous tapez Philippe Collin, France Inter Podcast, vous trouverez très rapidement. Je vous mets le lien, si vous voulez, de la série de podcasts dans le chat. Comme ça, vous l'avez directement. Hop. Et les semaines passent comme ça, et la situation va s'aggraver pour le plateau parce que le gouvernement a fini par comprendre un truc. Le gouvernement a fini par comprendre que dans tous les policiers qui encerclent le plateau, il y en a beaucoup qui ont grandi dans les mêmes villages du coin et que oui, c'est ça, les le problème. résistants de Haute-Savoie. C'est des gens qui se connaissent, il y a une sorte de sympathie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par remplacer la police locale par les GMR, qui sont les groupes mobiles de réserve. C'est des policiers qui viennent d'autres régions en France et qui n'ont aucune sympathie pour les résistants. Et les GMR arrêtent de respecter certaines règles qui étaient en place. Par exemple, le plateau avait un médecin, / chirurgien, et ce médecin avait un assistant, qui était un étudiant en médecine de genre 20 ans qui s'appelait Michel. Il y avait jusque-là un accord entre Tom et le chef de la police pour que Michel puisse de temps en temps descendre dans la vallée, récupérer du matériel. Charles Montgomery, voilà, j'avais besoin de le dire. Il faut que je... Voilà. J'adore jouer à qui est-ce quand on a des têtes comme ça. Montgomery, général britannique, j'adore. Entre Tom et le chef de la police pour que Michel puisse de temps en temps descendre dans la vallée, récupérer du matériel médical. Un jour, Michel descend, il est arrêté, il est envoyé à Annecy. À ce moment-là, les GMR ont peut-être sous-estimé la quantité de gens qu'il y a sur le plateau et leur détermination, parce que la réponse de Tom, c'est d'envoyer 100 personnes encercler un commissariat du coin et prendre 30 policiers en otage. Oh, les mecs sont fatigants. Oh, les mecs sont fatigants. Il faut absolument que j'aille faire une pause bio. J'arrive. Je vous laisse là-dessus. J'arrive. Excusez-moi, j'avais vraiment trop envie de pisser, c'est insupportable. Dans le livre de l'historien Jacques Semelin, La survie des Juifs en France, il y a une histoire qui montre ça aussi. Tu as une femme qui cachait des Juifs pendant toute la guerre et qui à un moment est dans la merde car elle a plus de nourriture. Et elle décide d'en parler à sa boulangère qui pourtant tenait des discours collabos. Et là, la boulangère lui file plein de pain pour elle et les Juifs qu'elle cache. Ah ouais, bah oui, parce que je pense qu'à mon avis, c'était des discours... C'était des discours un peu... parfois que c'est en faux semblant aussi, quoi. Tom n'avait pas le temps, lui, pour les posts bio. Un surhomme, ce bouc. Discours de façade, oui, discours de façade, souvent. Et il est envoyé à Annecy. À ce moment-là, les GMR ont peut-être sous-estimé la quantité de gens qu'il y a sur le plateau et leur détermination, parce que la réponse de Tom, c'est d'envoyer 100 personnes encercler un commissariat du coin et prendre 30 policiers en otage. Puis, il contacte le commandant Lefebvre, qui est le nouveau chef des GMR dans la région, et il lui dit « C'est très simple, tu vas libérer Michel et je vais te rendre les 30 otages. 30 pour 1, excellente affaire. » Le commandant Lefebvre accepte, les 30 policiers sont libérés, et Michel va jamais revenir d'Annecy.
Wow, il a pas relâché Michel. Et ça met Tom hors de lui. Oh, le salaud. Il vient d'une vieille famille de Lyon, il a eu une éducation genre l'honneur c'est incroyablement important, et que le commandant des GMR puisse briser une promesse d'officier comme salaud. ça, il est fou de rage. Et quelques semaines après, il y a un résistant qui était infiltré chez les GMR qui débarque en courant sur le plateau, qui va voir Tom et qui lui dit « Le commandant Lefebvre est à Entremont, qui est vraiment juste au pied du plateau, et il prépare une attaque. Oh, j'adore. » Et là, peut-être que Tom a cru que c'était bien d'avoir l'initiative, ou peut-être qu'il voulait régler ses comptes, mais il a fait quelque chose de pas extrêmement prudent. Il a pris 300 personnes avec lui, et il a attaqué Entremont. Oh là 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 là. Oh, les cow-boys, putain. L'enfer. Oh là 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 là. Libérez Michel. Ah ouais, oh le zinzin. Oh le zinzin. Putain, mais tu sais que c'est rare. En fait, ce qui est dingue avec cette histoire, c'est le nombre. Ils sont 300. Ils arrivent. Il y a des groupes de 300 résistants en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est. Enfin, ça existe des groupes avec 300 résistants, mais tu sais, l'info elle est cloisonnée, les mecs se voient pas, c'est des petits groupes, etc. Là, ils sont 300 mecs, c'est énorme. C'est énorme. Putain, 300 résistants, mais c'est énorme, 300 résistants. Oh, faut imaginer, les mecs, ils ont des armes, ça doit être terrible, ils ont pas de munitions et tout. Oh la gueule. Ça fait déjà 100 l'Armina, c'est monstrueux. À ce moment-là, il se passe exactement ce que le gouvernement craignait quand il a appris qu'il y avait des jeunes qui disparaissaient dans les collines et qui partaient peut-être rejoindre la résistance. Il y a sur le territoire une mini-armée qui est endurcie par les accrochages sans arrêt avec la police, qui est maintenant formée depuis des mois par des mecs qui étaient dans des unités d'élite et qui sont capables de descendre et de prendre d'assaut le quartier général de la police dans la région. Ouais, 500, 300, c'est énorme. Et ils commencent à s'approcher du village, et certains jeunes encerclent la ville pendant que d'autres rentrent à l'intérieur. Et tout devant, il y a un groupe qui est dirigé personnellement par Tom Morel, qui contient uniquement des anciens chasseurs alpins. Et eux, ils ont trouvé et capturé le commandant Lefebvre. Alors... le groupe d'élite, quoi. T'imagines le groupe de fous. Qu'est passo? Oh, le groupe d'élite, c'est les Expandables. Que des anciens chasseurs alpins, des mecs qui sont jeunes, ils sont dans la force de l'âge, ils ont envie de démonter le mec en face d'eux. Ah ouais, là, c'est des gars, ils ont le couteau entre les dents en ce moment-là. Et eux, ils doivent trouver et capturer le commandant Lefebvre. Alors que le groupe de pointe est en plein milieu du village, il y a un chien qui se met à aboyer. Et un habitant qui sort voir ce qui se passe, et qui se met à crier, et d'un seul coup, ça devient le chaos. Entremont, qui est vraiment le petit village calme dans les Alpes par excellence, pendant 1 heure, ça devient n'importe quoi, ça tire dans toutes les directions. Mais après 1 heure de combat, Tom arrive jusqu'à l'Hôtel de France, monte à l'étage, enfonce une porte et capture le commandant. Mais frère, mais c'est un film d'action, le truc. Mais c'est un film d'action, c'est un délire. Mais c'est fou. Et là, il l'engueule. Genre vraiment, il l'engueule. Vous êtes un lâche, vous êtes un traître, je peux pas croire que vous prétendiez officier, et maintenant vous êtes prisonnier de la résistance. Et le fait est qu'on va découvrir après la guerre... Désolé, mais lui là, je trouve qu'il a un petit peu la tête de l'emploi. Il a un peu la tête du traître. En vrai de vrai, tu vois. En vrai, désolé, j'expose le mec 80 ans plus tard. Mais il a un peu la tête, du gars, je sais pas. Un lâche, wait vous for êtes un it, traître. Okay. Je peux pas croire que vous prétendiez officier, et maintenant vous êtes prisonnier de la résistance. Et le fait est qu'on va découvrir après la guerre, en rassemblant des archives, que le commandant Lefebvre était pas si mal que ça. Bien joué. Je m'y attendais pas. Le timing de zinzin. Bon, j'ai un peu jugé au physique. Non, mais... Après... j'ai un peu jugé au physique. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. La bine ne fait pas Lefebvre, oui, bravo. La décision de garder Michel en prison, c'était pas lui, c'était le colonel qui était au-dessus de lui. Et quand le colonel envoyait
Lefebvre pour mener des actions contre la résistance, Lefebvre envoyait un de ses hommes en civil sur une moto en avance pour prévenir les gens. Donc dans d'autres circonstances, entre Tom et Lefebvre, ça aurait pu bien se passer. Il a la tête de l'oncle sympa en vrai, non? Vous trouvez pas? Je trouve qu'il est vraiment chouette ce mec. Non, mais il a la tête du gars qu'on a envie d'inviter à table. Non, mais c'est ça en fait que je voulais dire depuis le début. C'est qu'il a la tête du gars qu'on a envie d'aimer en fait. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Non, mais bon, un petit... prendrait bien un petit coup de genépi, tu dis. Sauf que Lefebvre est impulsif, ça a toujours été un mec colérique, ça tout le monde le savait, et surtout il était ivre-mort. Il a toujours eu énormément de problèmes d'alcool. Oh, putain, je parle de genépi, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis maudit par ce mec. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est encore trop tôt ce que je dis. Oh, le timing de fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on regarde en fait? Je remets le passage en entier, j'ai fait trop de pauses. On revient du début. Et là, il l'engueule. Genre vraiment, il l'engueule. Vous êtes un lâche, vous êtes un traître, je peux pas croire que vous prétendiez officier, et maintenant vous êtes prisonnier de la résistance. Et le fait est qu'on va découvrir après la guerre, en rassemblant des archives, que le commandant Lefebvre était pas si mal que ça. La décision de garder Michel en prison, c'était pas lui, c'était le colonel qui était au-dessus de lui. Et quand le colonel envoyait Lefebvre pour mener des actions contre la résistance, Lefebvre envoyait un de ses hommes en civil sur une moto en avance pour prévenir les gens. Donc dans d'autres circonstances, entre Tom et Lefebvre, ça aurait pu bien se passer. Sauf que Lefebvre est impulsif, ça a toujours été un mec colérique, ça tout le monde le savait, et surtout il était ivre-mort. Il a toujours eu énormément de problèmes d'alcool, et le soir où il est capturé, il est complètement bourré. Et quand le mec impulsif et bourré entend qu'il se fait insulter et que maintenant il est prisonnier, sa réponse c'est « Moi, Lefebvre, capitaine de l'armée française, prisonnier? Jamais. » Et il sort un pistolet qui était caché dans sa botte, que personne n'avait trouvé, et il tue Tom à bout portant. Oh le bâtard, j'avais dit que c'était un chien. Oh le bâtard. J'étais tellement impliqué émotionnellement. Oh, j'étais tellement impliqué émotionnellement. Oh la dingue. Mais c'est pas possible, mais c'est un film. Mais que fait Netflix en fait? Mais que fait Netflix? Au lieu de faire des films sur le GIGN avec Guillaume Canet qui sont à chier, il faudrait peut-être penser à parler de ce genre d'histoire, peut-être. Incroyable. Il raconte bien Augustin. Ah, il est fort. Bot que personne n'avait trouvé, et il tue Tom à bout portant. Moi, je suis choqué. Tom va être remonté sur le plateau, enterré au milieu des glières. Le curé de Truffy, celui qui avait négocié pour qu'on laisse partir les jeunes, va officier. C'est lui qui va aller chercher les parents de Tom Morel en bas du plateau pour les faire monter pour qu'ils puissent assister à l'enterrement de leur fils. C'est un des derniers trucs que le curé Truffy va faire avant d'être déporté par les Gestapo, d'ailleurs. Et tout ça arrive la veille de la pleine lune. C'est-à-dire que le soir du jour où ils enterrent Tom Morel, ils entendent les avions anglais arriver et le parachutage a lieu. Non, mais c'est pas possible. J'y crois pas. Arriver et le parachutage a lieu. Non, non, c'est trop, frère. C'est trop, frère. C'est trop cette histoire. C'est trop cette histoire. Non, mais c'est abusé. Mais c'est littéralement un film. Le cinéma ne fait pas mieux que ça. Il tombe des tonnes d'armes, assez pour équiper plusieurs maquis. Le problème c'est, à partir du moment où tu as les armes, il faut surtout pas les garder. Il faut les distribuer aux quatre coins de la région et disparaître avec. C'est incroyablement dangereux. Déjà, être un maquis et le gouvernement sait où t'es, c'est incroyablement dangereux. Mais alors s'ils savent qu'il y a un arsenal chez toi, ça fait de toi une énorme cible. Donc il faut partir avec. Malheureusement, la nuit où elles sont livrées, il se met à neiger. Très très fort, tellement fort qu'elles disparaissent sous la neige presque aussi vite que les résistants peuvent les mettre à l'abri. C'est un énorme problème parce que la neige, ça bloque toutes les routes qui permettent de monter du plateau et d'en partir. Maintenant la vérité,
c'est que la neige, c'est juste une malédiction de plus sur un maquis qui était déjà condamné. Parce que personne le sait sur les glières à ce moment-là, mais ça fait des semaines que Hitler a décidé que Vichy avait échoué à les déloger et qu'il allait le faire lui-même. Oh l'enfer. Et les armes sont livrées le 11 mars, et le 12, la Wehrmacht arrive en Haute-Savoie. Oh l'enfer. Oh la vache, ouais là tu rigoles moins. Oh là là, mais c'est une dinguerie. Il envoie qui alors? Parce qu'en vrai, à cette époque-là, j'espère qu'il va nous donner le nom de la division allemande, parce qu'en vrai, t'as quand même beaucoup de divisions allemandes qui sont soit sur les côtes, soit qui sont sur le front de l'Est. Là, La 157e division de montagne, c'est la solution d'Hitler pour tous ces maquis dans les montagnes de l'Est de la France que personne n'arrive à déloger. Alors attends, la 150e division de montagne. Désolé, j'ai envie un petit peu de savoir. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont fait les Balkans? 150e division de montagne. La 150e Panzer Division. Ah, la 157e, excusez-moi. Et pardonne. C'est une division de réserve de l'armée allemande. Mais c'est quoi leur... opération? C'est quoi ce dessin? Je sais pas ce que c'est que cette merde. Hein. Me dites pas que c'est le symbole de la division, c'est abominable. Renommée division de montagne est une division de réserve de l'armée allemande. Donc c'est une division de réserve, ok. Théâtre d'opération. Ah, ils ont fait la Finlande. Ah, ils ont fait l'Italie aussi en 45. Ok. D'accord. C'est quoi ce logo? Mais le logo est flingax, c'est terrible. Il est terrifiant ce logo. Ok, je me demandais s'ils n'avaient pas fait d'autres... Ok, très bien. Je ne connaissais pas cette division du coup. C'est 15 000 soldats experts des affrontements en montagne avec de l'artillerie, avec le soutien de l'armée de l'air, et soudain, le rapport de force est complètement déréglé. Déjà, le rapport de force contre le gouvernement de Vichy était pas bon, mais alors contre l'armée allemande, il est ridicule. La seule façon de pas se faire anéantir par la 157e division quand t'es un maquis, c'est de fuir, de ne jamais l'affronter. Mais il y a des armes. S'ils partent, ils partent sans les armes. Eh oui. La cargaison pèse plusieurs tonnes. Pour la déplacer à pied du haut du plateau, il faut des semaines et l'armée allemande arrive dans 2 jours, tu ne peux pas l'emmener. Qu'est-ce que tu fais en fait? Et outre ceux qui veulent pas partir parce que c'est trop rageant, il y a ceux qui disent « Pense à la réputation de la résistance. Pour une fois, en plusieurs mois, les Anglais nous envoient quelque chose et immédiatement on le laisse aux Allemands. Il vaudrait limite mieux qu'on meure avec ces armes pour que la prochaine fois qu'un maquis a besoin de l'aide de Londres, il reçoive l'aide. » Et pardon? Et pardon? C'est à peu de choses près ce qui s'est passé. Hein. Les anciens militaires qui voulaient absolument libérer le pays et les jeunes qui à la base voulaient juste pas aller travailler en Allemagne et qui avaient trouvé un endroit pour se battre ont hésité pendant 2 semaines, pesé le pour et le contre. Et à la fin, le 26 mars, le plateau ressemblait à ça, avec les résistants toujours dessus, avec les armes. Donc ça, c'est la milice en gros. Ça, c'est le logo de la milice. Pour ceux qui... La milice vous rend service. Oh là là, c'est dingue. Pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. Oh là là, ouais, ils sont encerclés, c'est terrible. Oh là là. Au nord-ouest et les Allemands sur tous les autres flancs. Quel enfer. Voilà, à 8h du matin, les Allemands essayent de monter pour la première fois par l'Avouillon, au nord-est, ici, et au même moment, la milice essaye de monter à l'ouest par le col de l'Enclave. Et dans les 2 cas, les défenseurs, qui ont passé la nuit sous la neige avec des couvertures et qui sont déjà en place, les repoussent. Et puis à 9h, la Luftwaffe, qui a constaté qu'il n'y a pas de défense anti-aérienne sur le plateau du tout. Tu m'étonnes. Ah oui. Bombarde tout. Tous les chalets, tous les abris, toutes les réserves, tout ce qui dépasse sur le plateau explose. Dingue.
Juste après le bombardement, vers 10h du mat, la milice essaye de repasser par le col de l'enclave, sauf qu'ils viennent à 2 fois plus nombreux cette fois, mais les défenseurs se sont déjà regroupés juste après le passage des avions. Et la milice perd beaucoup de gens et est obligée de faire demi-tour pour la 2e fois. Et puis pendant 1 heure ou 2, ça se calme. Et comme c'est une journée d'hiver, le soleil se couche très très tôt, donc la lumière commence à baisser. Et on commence à croire que l'improbable s'est produit et que 500 jeunes sur le plateau, parce qu'ils avaient une meilleure connaissance du terrain, ont réussi à repousser et la milice et la Wehrmacht. Et soudain, il y a un messager qui débarque en courant du nord et qui va voir Maurice Angeau, qui est le nouveau chef du plateau, qui vient de succéder à Tom Morel, et il lui apporte des nouvelles de Monthiévray. Monthiévray, c'est une zone qui n'était pas très défendue, parce que c'est très en pente, c'est très sauvage, c'est pas vraiment par là que t'as envie d'attaquer, mais c'est aussi un endroit où il y a des sapins du tout en haut de la pente jusqu'à tout en bas de la pente. Donc quelqu'un pourrait faire l'ascension en étant caché par les arbres tout du long. Et la 157e division de montagne de la Wehrmacht, c'est des experts du combat en montagne, ils ont fait mine de monter par la route principale pour attirer l'attention et une partie d'entre eux était en train d'escalader à travers la forêt. Oh les zinzins. Il y a des endroits dans cette forêt qui sont tellement raides que les résistants n'avaient mis personne pour surveiller, parce que personne n'était censé pouvoir passer. La 157e est passée en portant ses armes et en faisant pas le moindre bruit. Alors avant qu'on avance encore dans cette histoire de zinzin, il va falloir qu'un jour stratégiquement on se remette un peu tous en question, les Français, sur les ennemis sont pas censés passer par là et ils passent par là. C'était déjà... c'est à chaque fois... Enfin ça fait 2 fois, hein. Déjà il va falloir qu'on pèse le pour, le contre, qu'on soit... Il y a un pattern, il y a des choses qui reviennent. J'ai pas envie de faire de trop un dumping, mais c'était déjà le cas en 1940, ils devaient pas passer par les Ardennes, ils sont passés par les Ardennes. Je propose que les prochaines fois, nous n'éliminions aucune possibilité. Quoi ? Fameux obstacle naturel, bien sûr. Ils ont fait mine de monter par la route principale pour attirer l'attention et une partie d'entre eux était en train d'escalader à travers la forêt. Il y a des endroits dans cette forêt qui sont tellement raides que les résistants n'avaient mis personne pour surveiller, parce que personne n'était censé pouvoir passer. La 157e est passée en portant ses armes et en faisant pas le moindre bruit. C'est une dinguerie en vrai. Oh, mais la photo, la vidéo, elle est zinzin. Pas longtemps après, il y a un défenseur qui arrive au centre du plateau, qui va voir le capitaine Angeau, qui lui dit que la plupart des gens qui défendaient Monthiévray avec lui sont morts. Et là, le capitaine Angeau se rend compte d'un instant à l'autre, il peut y avoir des tas d'Allemands qui débarquent des sapins depuis Monthiévray et qui tuent tous les défenseurs dans le dos. Oh là là. Et là, il dit, bon, on est resté avec ses armes jusqu'à la dernière seconde, mais je vais pas regarder mes hommes mourir alors que le périmètre est déjà brisé. C'est le moment de partir. J'entends. À ce moment-là, si t'es un des défenseurs du plateau, il faut dévaler le plateau dans la nuit noire, avec les sirènes des Allemands derrière toi, et en sachant que derrière chaque sapin, il peut y avoir une embuscade. Malheureusement, c'était trop tard pour partir. Ils ont voulu rester avec les armes jusqu'à la dernière seconde, mais essayer de sortir du plateau alors qu'il est complètement encerclé, les chances, elles sont vraiment pas bonnes. D'ailleurs, il n'y a pas un seul officier qui va s'en sortir. C'est eux qui dirigent les plus gros groupes, c'est eux qui attirent l'attention, c'est les petites équipes qui ont une chance de passer. Maurice Angeau, il prend la plus grosse équipe avec lui, ils vont relativement loin, mais ils se font tous tués en arrivant sur Annecy. Mais l'endroit où ça a été le pire, c'est Thoran, qui est au nord, parce que c'était le plus gros village en bas du plateau, et donc il y a tout un tas de jeunes du plateau qui étaient originaires de là. Et donc pendant la fuite, ils ont voulu rentrer chez eux. Sauf qu'évidemment, la milice s'y attendait et les attendait là-bas. Il y a des dessins de ce massacre. Parce que Serge-Henri Moreau, qui était illustrateur, était à Thoran à ce moment-là. Et on l'a laissé faire parce qu'il a dit à la milice qu'il voulait dessiner des trucs à la gloire de la milice. Et en fait, il a dessiné les jeunes de Thoran massacrés dans les rues de Thoran. Au milieu de tout ça, le marquis Jacques de Griffolet-Dorimont, il arrive à s'en sortir avec ses hommes. Il trouve une sortie du périmètre. Il dit à ses hommes, allez-y sans moi, et il revient à l'intérieur pour trouver un groupe de retardataires et leur montrer la sortie. Il trouve un deuxième groupe, il les mène à la sortie, il leur dit la même chose, partez sans moi. Il revient à l'intérieur. Et la seule raison pour laquelle on sait ce qui lui est arrivé, c'est Sergent Moreau l'a trouvé à la sortie de Thoran. Wow. Mort avec le troisième groupe qu'il essaie de faire sortir. D'ailleurs, de Griffolet-Dorimont a pu rejoindre le plateau quelques semaines plus tôt avec ses hommes, alors qu'il était déjà encerclé, parce qu'un paysan du coin qui s'appelle Arthur Balanfa lui avait montré la route.
Et le jour de la fuite, Arthur Balanfa trouve un groupe de jeunes dans la forêt en train de courir et les cache dans sa ferme, et grâce à ça, ils échappent aux Allemands. C'était les jeunes d'une section qui s'appelait la section Allobroge, et ils ont survécu grâce à ça, et il y a toujours une section Allobroge aujourd'hui, dans le 27e bataillon des chasseurs alpins. Arthur va le payer de sa vie parce qu'il va être dénoncé une semaine après, Putain, et les Allemands vont le tuer et brûler sa ferme. Ça dégoûte. Ça, c'est une image du front de l'Est, typiquement, c'est une isba soviétique pour le coup. Ça se voit aux tenues un peu allemandes des... Et 80 ans après, aujourd'hui encore, à l'endroit où il y avait la ferme d'Arthur Balanfa, il y a encore une stèle qui parle des volontaires français sans armes et sans uniforme. Ouais, bah ouais, bien sûr. À ce moment-là, la résistance passe pas très loin d'un échec total. Les Allemands remettent la main sur presque toutes les armes. La chaîne de commandement est complètement éliminée. Les survivants sont perdus, dispersés dans les forêts et savent pas quoi faire. Et surtout, de tous les jeunes qui étaient montés sur le plateau, à la fin, il y en a à peu près la moitié qui sont morts. Ouais, c'est terrible. Putain, la musique, elle est zinzin aussi, hein, sur le passage là. Bon. Putain, l'histoire est folle. Putain, le passage, il est, mais wow, il est suffocant, genre. Oh, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais il en reste 50%. Ouais, elle est folle la vidéo, hein. Franchement, elle est vraiment bien montée. L'histoire est vraiment... Bah, l'histoire est folle, tu vois, évidemment. Mais je connaissais de nom, effectivement, le plateau des Glières, mais je savais pas du tout ce qui s'y était passé. C'est assez dingue. Après... c'est vachement intéressant parce que tu as quand même en toile de fond toutes, on va dire, les questions de l'occupation en France, l'invasion de la zone sud par les armées allemandes. Tu vois, la décision aussi que la Gestapo, que la Wehrmacht s'occupe du plateau des Glières, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas tant que ça d'exemples en France de massacres, tu vois. Alors en fait, en gros, en France, tu as les grands exemples de massacres, c'est Tulle notamment, c'est... oh, le nom m'échappe là. C'est évidemment ce village qui a été brûlé, et vous l'avez évidemment, Oradour, merci beaucoup. Vous avez Oradour-sur-Glane, évidemment, qui a été brûlé par la Das Reich. Vous avez... et en fait, finalement, en France, on a assez peu d'exemples de tueries nombreuses de personnes dans le Vercors aussi, tu vois, mais ça reste limité, tu vois, comparé notamment à ce qui s'est passé sur le front de l'Est. Donc c'est vrai que pour nous, en France, ces épisodes-là sont hyper marquants, quoi. Alors que, tu vois... tu vois, ce qu'on voit à Oradour-sur-Glane, dans le front de l'Est, il y a 500 villages qui sont brûlés comme ça, quoi. Donc après, l'idée, comme je dis, c'est pas de comparer en termes de nombre, c'est d'essayer de comparer en termes de processus de violence entre l'Europe de l'Est et la France, évidemment très basé notamment sur des critères raciaux côté allemand. Et voilà, mais c'est... Voilà. Pour le coup, il y a eu d'autres Oradour dont on entend moins parler en France. Oui, mais... entre guillemets, tu as eu moins de massacres en France et dans l'Europe occidentale que ce que tu n'as pu le voir en Russie. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a plein de choses qui l'expliquent aussi, tu vois. Maintenant, évidemment, ça n'enlève rien au fait que chacun de ces massacres est évidemment une tragédie pour les gens qui l'ont vécu et évidemment une cicatrice dans la mémoire, quoi, tu vois. Donc ouais. Ouais, mais l'objectif pas le même, ils voulaient remplacer à l'aise. Oui, non, bien sûr, l'objectif était évidemment différent. Enfin, le rapport de toute façon aux populations slaves, comme ils les voyaient, était évidemment très différent pour les Einsatzgruppen qu'il y avait sur le front de l'Est. La France a collaboré. Vichy a collaboré. Vichy a même été proactif dans la déportation des Juifs avec Pétain et Laval notamment. Pétain qui a même annoté de sa main le statut des Juifs en France, etc. C'est pour ça que quand vous entendez des gens comme Éric Zemmour qui disent Vichy a défendu les Juifs, etc., c'est un mensonge. Et vous l'entendrez encore parce que c'est quelque chose qui ressortira dans 10 ans. Ça a été relativement débunké par beaucoup d'historiens, mais vous verrez, il y aura quelqu'un qui reviendra dans quelques années, qui vous ressortira le marronnier pétainiste de oui, Pétain a sauvé la France, il a sauvé les Juifs français, etc. C'est à vomir, évidemment, puisque ce monsieur a déchu de leur nationalité des Juifs français. Ce monsieur a favorisé la déportation des Juifs avec son complice Laval. Ce monsieur est un criminel. Et il a été condamné comme tel.
gracié ensuite pour les services qu'il a rendus à la France, mais il a été condamné comme tel. Et il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un consensus historique. Les gens qui vous disent le contraire sont au pire des ignorants, au moins pire des ignorants, au pire des menteurs. Donc voilà. Est-ce que tu connais un très bon historien français dont la spécialité est l'étude de la résistance française? Là, comme ça, de nom, je ne l'ai pas, parce que la résistance française, c'est pas mon sujet de prédilection, mais dommage qu'il n'y ait pas Gilda qui soit là, sinon il vous aurait donné des noms d'historiens, mais il y en a de très nombreux, de très bons historiens qui ont bossé sur le sujet. Tu en as beaucoup. Mais là, de tête, là, tout de suite, j'avoue, j'en ai pas qui me viennent tout de suite en tête, quoi. Donc, voilà. C'est épée le bouclier, nanana. Oui, bah, c'est vieille théorie, évidemment, qui nous ressort. Nanana. Enfin, bref, c'est évidemment des mensonges. C'est quoi ton domaine? Moi, mon domaine, c'est l'histoire, la Seconde Guerre mondiale de manière générale. J'ai fait des études d'histoire. Alors, pour ceux qui découvrent, peut-être, j'ai fait des études d'histoire. Et donc, je fais des vidéos, des documentaires qui parlent d'histoire aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Et je suis plutôt calé sur la période plutôt Seconde Guerre mondiale. Je dirais que c'est ma période la plus que je connais la mieux. Cécile Desprairies, spécialiste de l'occupation. Je ne connais pas, c'est vrai qu'il faudrait que je détaille un peu plus ma connaissance sur ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Seconde Guerre mondiale est un océan de sujets divers et variés. Et en fait, c'est très compliqué d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la Seconde Guerre mondiale. Tellement il y a de choses à voir et à savoir. Mais voilà, il a donné de vitesse. Vivorca a écrit un bouquin sur la résistance, mais je l'ai pas lu. Après, Olivier Vivorca, c'est l'historien peut-être le plus... sur la question militaire, opérationnelle, c'est, je pense, l'historien le plus... avec Jean Lopez, c'est les deux historiens qui parlent beaucoup, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, mais tu as beaucoup de très, très bons historiens français, Nicolas Patin, Christian Ingrao, Johan Chapoutot, notamment. Aussi Olivier Vivorca, Jean Lopez. Donc voilà. Il reste 15 minutes. Tout à fait, je l'ai vu. Tout à fait. Exactement. Donc j'adore l'histoire des Monuments Man, perso. L'histoire est intéressante, mais le film est à chier. Voilà, je le dis, je fais mon truc. Le Monuments Man, l'histoire est exceptionnelle, mais le film est à chier. Déjà pour la seule raison que l'on fait de Rose Valland, désolé, la petite meuf qui sert à rien, alors que cette nana est une héroïne. Et un jour, on fera une vidéo sur Rose Valland, elle qui a permis aux Monuments Man et aux Américains et à beaucoup de gens de récupérer les œuvres volées par les nazis. Un jour, on en parlera des MNR, donc ces fameux ces œuvres qui ont été volées par les nazis et dont il y a eu un énorme travail fait par les Monuments Man qui ont été mis en avant, mais aussi par une Française qui s'appelle Rose Valland, qui a énormément travaillé sur la restitution des œuvres volées. Et encore aujourd'hui, on rend des œuvres à des propriétaires. La France, d'ailleurs, a été épinglée par l'Union européenne pour ça, parce qu'elle n'était pas assez proactive dans le fait de rendre justement les œuvres spoliées. Et pourtant, c'est au musée et c'est à la France de prendre, et encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, de rendre des œuvres à certaines personnes qui sont des ayants droit, parce que descendants des familles qui ont été spoliées il y a 80 ans. Donc voilà. Les communistes, qui ont perdu des hommes là-dedans, comme tout le monde, vont être extrêmement critiques du plateau des Glières. Même après la guerre, ils vont publier un livre à charge en 1946 pour dire « mais l'armée secrète a gaspillé des vies pour rien avec leur projet ridicule de se mettre en haut d'une montagne et de tenir jusqu'au débarquement avec des armes. Évidemment que ça pouvait pas marcher. » Évidemment, Vichy parle que de ça. Tous les soirs à la radio, tu peux entendre comment les glorieuses forces de police ont dégagé les terroristes de leur plateau. Et on pourrait croire que les radios de la résistance à Paris et à Alger vont pas trop en parler, mais au contraire, elles en parlent beaucoup. Ce qu'elles font, c'est qu'elles rappellent que tout le monde sur le plateau avait 20 ans. Elles rappellent que c'était quasiment que des gosses qui essayaient d'échapper au travail obligatoire à la base, qu'ils n'avaient pas d'entraînement, qu'ils n'avaient pas d'expérience, et quand ils sont arrivés par hasard dans un endroit où ils pouvaient faire une différence, bah ils sont restés. Et quand la Wehrmacht est venue jusqu'à eux, ils sont partis que quand ils pensaient que leur défense était brisée. Mais ouais, depuis le début, c'était une bande de gosses sur une montagne avec pas de matériel, en plein territoire ennemi. Les chances pour que ça se finisse bien étaient juste pas bonnes.
C'est un peu la symbolique du truc. Et la BBC, elle répète ça. Et c'est marrant, on voit vraiment que l'âge de l'information est en train d'arriver. La BBC fait ce que tout bon communicant fait, elle change la conversation. C'est « Ah, tu veux insister sur le fait que c'est une défaite stratégique ? Ok, moi je vais insister sur le fait que c'est une victoire morale. » Parce que plus tu dis que notre tentative était stupide et vouée à l'échec, plus ça veut dire qu'il fallait vraiment vouloir être libre à tout prix pour essayer quand même. Le mot terroriste a été utilisé par les résistants pour parler des résistants, ou c'était Gère qui dit dans les termes modernes. Non, c'est vrai, c'est des termes qui ont été utilisés. Une vraie guerre de l'information entre Radio Paris, qui était la radio de Vichy, et Radio Londres, qui était la radio de la France Libre. Et il y avait des guerres d'information, etc. entre les deux radios. Si, ça a été des termes qui ont été utilisés, bien sûr. Bien sûr. L'intérêt de parler de ce qui s'est passé au Glières, c'est pas juste pour rendre hommage aux morts, c'est parce que ça inspire. Ça inspire les résistants qui sont ailleurs en France et qui ont besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui essayent, ça inspire des alliés un peu partout qui en entendent parler, ça donne des arguments au général de Gaulle à Londres pour obtenir d'autres parachutages, et surtout, ça inspire les rescapés. Ok, lui c'est Louis Morel. Aucun rapport avec Tom Morel. Ah putain, c'est un des rares chefs de section qui a réussi à faire sortir tous ces hommes intacts du plateau parce qu'il les a fait marcher dans une rivière. Alors c'était une rivière de montagne, en plein hiver, avec pas de protection pendant des heures, donc ils ont probablement perdu quelques orteils dans la bataille, mais à la fin, ils arrivent dans une ferme, dans un endroit perdu où personne n'ira les chercher, et pendant quelques mois, ils récupèrent. Et pendant tous ces mois de fin d'hiver, chaque jour, ils entendent la BBC qui parle de leurs potes qui viennent de mourir. Putain, c'est ouf. Vous imaginez l'effet que ça fait ? J'avoue. Donc au bout des mois d'hiver, ils retournent sur le plateau. Et soudain, ils n'ont plus de plateau à défendre. C'est juste un groupe qui a l'expérience de cette battue avec la milice et la gendarmerie pendant des mois, qui a été formé par les militaires qui étaient là pendant 2 mois, qui sont bien armés mine de rien parce qu'ils avaient planqué des armes pour eux, et qui viennent de passer 2 mois à entendre la BBC leur rappeler que l'ego, pour résister, il est gonflé à bloc. De l'organisation des armes, c'est très important, mais vraiment la seule chose indispensable, c'est d'avoir la volonté de résister. Là, ils viennent de monter Challenger. Cette unité va commencer à tendre des embuscades à des patrouilles d'Allemands et à prendre leur matériel. Elle va faire exploser des commissariats pour récupérer les lettres de dénonciation qui sont à l'intérieur. Elle va faire dérailler des trains parce qu'ils transportent des trucs pour Hitler. Mais c'est pas juste cette unité. Ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines après, on entend parler d'un autre groupe, près de Thônes, de l'autre côté de la vallée, qui fait exactement la même chose. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ils n'ont pas tous été au Glières, mais ils en ont tous entendu parler. Le mouvement, à partir de printemps, prend énormément de force. C'est folle ces images. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, ce sera plus possible pour le Troisième Reich de faire passer un train en Haute-Savoie. Il y a 25 locomotives qui ont été déraillées dans la région en 1944. C'est-à-dire que quand l'été arrive, Hitler sait que ça ne sert à rien d'envoyer un train dans cette région, il ne va pas passer. La production, pareil. Le truc le plus important pour Hitler en Haute-Savoie, c'est la SRO. C'est la plus grosse usine à Annecy. Un truc immense avec des centaines de travailleurs dedans. Ils font des tanks pour la Wehrmacht. Les Alliés essayent de détruire la SRO depuis le début de la guerre. Mais ils n'ont jamais réussi à être assez précis en la bombardant. C'est vraiment pas les avions et les bombes d'aujourd'hui. C'est incroyablement dur d'être précis. Le 10 mai, les résistants savoyards rentrent en secret dans la ville. Ils éliminent en silence les GMR qui gardent la SRO. Ils marquent le toit. Ils marquent aussi la gare et le central téléphonique. Et ils disparaissent. Et 1 heure après, il y a 30 bombardiers anglais qui ont été prévenus, qui débarquent et qui font péter tous les bâtiments dans Annecy qui étaient encore utiles à Hitler. Oh la dinguerie, mais faites un film, je vous en conjure. Au bout d'un moment, le nouveau chef de la milice dans la région est obligé d'écrire à Paris pour dire alors concernant la Haute-Savoie, c'est chiant. La situation est pire qu'avant les opérations contre les maquis. Il commence même à y avoir des endroits où les pouvoirs de Vichy et de l'Allemagne osent plus aller. Il y a notamment une zone très très importante qui est Torrent, le village au pied des Glières où il y a énormément de jeunes qui se sont fait abattre le jour du décrochage. Le 14 juillet, la résistance organise un défilé dans Torrent. Oh là 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 là. Ça, j'avais entendu parler de cette histoire. Oh, mais vraiment, mais l'ego des types. Oh là là, la zone de non-droit. On arrive, ma man. Et là, ils font un putain de défilé. Ah, mais c'est vraiment des rois. Ça, j'en avais entendu parler de cette histoire. Ah, c'était à Torrent, à côté du plateau des Glières. Non, mais les mecs sont en légende. Ils s'en battent les couilles, c'est incroyable.
région est tellement dangereuse pour le gouvernement que personne vient les en empêcher. D'ailleurs, à partir de juillet, la résistance considère Torrent comme libéré. Il n'y aura plus jamais un homme de Vichy ou du Troisième Reich qui y mettra les pieds. Non, mais les mecs sont légendaires. Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Normandie. Ce qui veut dire qu'ils sont moins loin et il y a peut-être moyen de recevoir à nouveau des armes. Surtout que grâce aux sacrifices précédents, les Alliés font relativement confiance à la résistance dans le coin. Et quand les Américains proposent d'envoyer 20 bombardiers pour larguer plus d'armes d'un coup que les 2 parachutages précédents ensemble, où est-ce qu'ils vont demander symboliquement qu'on leur envoie les armes? Monsieur, tout en haut du plateau. Et donc en août, il y a 3000 résistants qui montent en plein jour, sans se cacher, Waouh. là où il y a la tombe de Tom Morel, et qui regardent les bombardiers américains larguer plus d'armes que la Haute-Savoie en a jamais vu. Oh là là là, les frissons, les frissons. Tom Morel, c'est pour toi, putain. Oh putain, Tom, on t'aime. Non, les images sont folles. Quelques jours après avoir reçu ces armes, dans l'extrémité nord de la Haute-Savoie, dans la ville de Thonon, les Allemands se rendent compte qu'il y a un problème. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe parce que le sous-préfet de Vichy qui était dans la ville a disparu. Oh bah Dieu. Il a été kidnappé par la résistance. Oh putain. Donc comme ils sentent qu'il y a un truc qui se prépare, ils appellent des renforts. Et le lendemain, on leur dit que les camions qui devaient amener des SS jusque-là pour les soutenir ont mystérieusement explosé dans une autre ville. Et le jour d'après, les lignes téléphoniques sont coupées à Thonon, et le jour d'après, l'eau est coupée. Et puis ils essayent de faire une sortie, et ils se rendent compte que la ville entière est encerclée. Et Thonon va tomber ce jour-là. Et à ce moment-là, c'est plus une vallée, ou genre un village comme Torrent, c'est une ville, c'est une vraie grande ville de Haute-Savoie qui vient de tomber, genre qui vient d'être reprise. C'est que des résistants qui ont pris, c'est une dinguerie en vrai. Genre, c'est que des résistants qui ont repris la ville, mais c'est une dinguerie quand même. Et il y a des endroits où le fait de savoir que le front de l'Ouest avance vers toi, mais tu peux pas battre en retraite parce que les résistants ont encerclé la ville, et tu peux pas appeler des renforts parce qu'ils ont coupé les communications, le pressing est tel qu'il y a des villes qui se rendent. À Évian, il y a 800 soldats qui se sont rendus. Et il y a de plus en plus de villes qui tombent, et Cluse, et Chamonix, et soudain, la situation change si vite que tous les regards se tournent vers Annecy. Et après toutes ces années de combat, tu pourrais ne pas vouloir risquer ta vie encore une fois. Tu sais que le front de l'Ouest est en train de progresser, tu sais qu'une armée professionnelle va probablement débarquer et libérer Annecy à un moment. Mais ta famille est encore là-bas, tes potes sont encore dans les prisons, et les Allemands qui sentent que la situation est en train de leur échapper font de plus en plus d'exécutions sommaires. Alors tu fais quoi ? C'est pour ça que 80 ans plus tard, il y a exactement là où Tom Morel a été enterré un monument sur le plateau des Glières. C'est pas un monument aux morts, c'est un monument à la gloire de la résistance. Il est là pour rappeler que quand la première armée de libération qui remontait de Provence est arrivée jusqu'aux Alpes, la garnison allemande d'Annecy s'était déjà rendue. Il est là pour rappeler que la Haute-Savoie s'est libérée toute seule. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Mais quel banger. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chanter Putain, un capitaine en jouant, c'est fort, il est crack. La liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Gros banger. Très 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 gros banger. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Putain, gros banger. Putain, c'était vraiment zinzin. Ah, il l'a fait pour les 80 ans de la Libération. C'est réalisé dans le cadre de la 80e anniversaire du combat des Glières. Trop bien, bravo. Ouais, c'est exceptionnel. Hein.
Franchement, je me suis mais régalé. Je me suis régalé. Oh là 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 là. Mais bravo, hein, c'est très bien écrit, bien raconté. Ambiance racontée au coin du feu, tu sais, c'est bien amené et tout. Et puis bah, l'histoire elle est folle. Enfin, désolé, mais l'histoire elle est. Moi, comme je disais, de nom, je connaissais le plateau des Glières, mais là, c'est prenant, c'est. Quel banger, hein. Quel banger il a fait. Hein. Genre, après, il a sa manière de raconter à lui que moi j'adore, tu vois. Et là, il a fait un truc. C'est bien expliqué, tu vas vraiment dans une histoire, c'est très intimiste et tout, ça fait du bien. Franchement, ça régale. Hein. Puis bon, tu vois, ça fait un petit peu. Voilà, on aime. L'atmosphère qu'il met dedans et tout, c'est trop bien. Hein. Le chant des partisans à la fin et tout, c'est pour nous achever, bien sûr. Mais non, ça marche bien. Et puis la petite fin où il y va lui-même et tout, c'est propre. Hein. Mais faites un film de cette histoire, quoi. Vraiment, c'est tellement stylé. Le premier truc que j'ai à dire, c'est que quand tu parles de la vraie vie, c'est un cauchemar de trouver des images pour illustrer. Force à vous, les youtubeurs histoire, on n'est pas ensemble. Ah putain, c'est vrai que ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est un truc... c'est compliqué, on est bien d'accord. Effectivement, c'est toujours galère de trouver des illus qui collent, quoi. En fait, il faut vraiment trouver il faut vraiment avoir des... C'est dur hein, de trouver toutes les bonnes images et tout. Mais franchement, ça marche bien, là. Il a fait un super boulot. Il a bien bossé, c'est bien raconté. Il fait juste de la contextualisation comme il faut. Et je pense que ça a donné envie aux gens. Parce que 1 million de vues, c'est monstrueux, bravo quoi. Je suis trop content qu'il y ait du contenu histoire comme ça qui attire autant de gens. Quand c'est bien raconté comme ça, quand c'est bien fait, ça fait kiffer. Ça fait kiffer, j'avoue, j'aime bien. Mais non, je trouve que c'est chouette. Moi qui suis, tu vois, qui fait des vidéos aussi d'histoire, etc., c'est très différent de ce que je peux faire, mais c'est trop bien. C'est rafraîchissant, tu vois. Lui, sa première vidéo, il parle d'histoire, et franchement, ça fait kiffer, tu vois. Et ça m'a vraiment... ça m'a touché. J'avoue, l'histoire m'a vraiment touché. C'est une belle histoire, celle du plateau des Glières, et je suis très content qu'il ait rendu hommage comme ça à cette histoire, et c'est super, quoi. Pour l'anecdote, j'essaie de voir tes docus. Ouais, pour le coup, nous, on a une autre ambiance. On a une ambiance peut-être un petit peu plus sérieuse, un peu plus solennelle sur certains trucs. Mais voilà, c'est différent. Mais donc, du coup, voilà, sachez que si vous ne connaissez pas Augustin The Great Review, je vous remets le lien de la vidéo. Allez mettre évidemment des pouces bleus. Putain, il a 126 000 pouces bleus, c'est monstrueux. 126 000 pouces bleus, c'est exceptionnel. Genre là, imaginez, il y a une personne sur 10 qui a liké la vidéo. Mais genre, wow, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Pour vous puissiez vous rendre compte, nous on a une vidéo qui a 800 000 vues, donc qui a 200, donc c'est celle-là. Elle a 900 000 vues, presque. On a 28 000 likes. C'est vous dire là, c'est monstrueux. Alors qu'on n'a pas 6 fois moins de vues, quoi. Mais donnez de la force parce que c'est vraiment top, c'est trop bien. Et j'espère que ça vous a donné envie d'aller regarder d'autres contenus histoire, que ça vous a intéressé. Et c'est une histoire super touchante. Putain, Tom Morel, quel chat de lui aussi, quoi. Quel chat de lui aussi. « 300 millions... C'est vraiment lui, c'est vraiment le boss. Hein. Laissez-moi le pépon en fait, mais juste c'est le boss. Lui, il est vraiment incroyable, Tom Morel. Oh, puis en plus, il meurt, c'est terrible. Quand j'ai appris qu'il est mort, j'étais effondré. Donc ça, c'est terrible. Enfin, pas fan de merde dont il parle, mais après, ses vidéos sont quali. Ouais, après, c'est vrai que c'est les manières de parler de chacun, ça touche. C'est vrai l'addiction, c'est quelque chose qui est très personnel à chacun, donc on est plus ou moins sensible. Moi, j'avoue, j'aime bien sa manière de faire et tout. Donc voilà. Mais bravo à ceux qui ont travaillé avec lui quand même aussi, parce que effectivement, vous faites bien de le dire dans le chat. Il y a des gens qui ont pas. Enfin, il n'était pas tout seul sur cette vidéo, donc bravo à ceux qui l'ont accompagné. Dimitri Bonnet, donc.
Vraiment, vraiment bravo, bravo aussi à la documentaliste, il me semble, qui a travaillé avec eux. Et c'était super. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée à regarder ce docu. Ça m'a fait du bien au cœur. Ça m'a fait du bien. J'aime bien. Puis elle est belle aussi, la Minia. Franchement, très belle Minia aussi. Bravo pour les travaux. Bravo à David Taco. Très solide. Très, très, très solide. Père docu les émotions. Putain, de fou. De fou. Eh ben écoutez, c'était bien. C'était bien. Franchement, on s'est régalé ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'ai amené quelques petites anecdotes, mais après, on s'est laissé guider par l'histoire. J'ai lâché prise. À un moment donné, je vais pas vous le cacher, j'ai lâché prise. J'étais en mode, vas-y, je regarde juste. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et c'était bien. Là, je viens d'arriver sur le stream. J'ai visité le plateau des Glières avec Théodore Morel. C'est vraiment super intéressant. Avec Théodore Morel, mais attendez, mais ils s'appellent tous Morel en fait en Savoie. C'est une dinguerie. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à y aller. La mémorial, le plateau est vraiment top, vraiment. Ok. C'est une dinguerie. Tout le monde s'appelle Morel. C'est fou. Alors sachez que, pour ceux qui sont arrivés en retard, on publiera le replay de la soirée dans 2 semaines. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que sinon je vais me poser la question. C'est dans 2 semaines qu'on publie, dans 2 semaines, une fois que la vidéo aura 1 mois de vie, on publiera le replay. Comme ça, c'est vrai qu'on évite de s'intercaler et voilà, je pense que c'est le plus faire. J'ai demandé à Augustin si je pouvais réacter la vidéo et surtout si je pouvais la reposter derrière. Il a été très gentil et il a accepté. Donc on la repostera, mais dans 2 semaines. Et puis voilà. Après la soirée histoire avec Grive, je serai là mercredi pro. Merci beaucoup en tout cas. Vous aviez l'air d'être assez nombreux dans le chat, donc ça fait très plaisir. Et sur le live, donc merci à vous pour ceux qui ont découvert le live ce soir. J'ai eu pas mal de messages, certains étaient premiers messages dans le chat, donc merci beaucoup d'avoir suivi. Sachez qu'on fait ça tous les mercredis à 20h. C'est notre rendez-vous histoire. Soit on a des historiens ou des historiennes qui viennent nous parler, soit on regarde des documentaires. Et là, celui-là était vraiment très bon. Donc c'était un vrai plaisir. L'idée à chaque fois, c'est d'apprendre des trucs, de discuter, d'apprendre des choses. Et c'est toujours très cool. Et voilà. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de The Great Review. Si vous aimez l'histoire aussi, sachez qu'on fait des vidéos d'histoire sur ma chaîne YouTube. On en a sorti il y a 2 semaines sur un sujet sur l'histoire médiévale. Donc n'hésitez pas pour l'exclamation vidéo si vous voulez aller voir ça. Et si vous voulez, on a fait des sujets aussi sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Donc voilà, n'hésitez pas. Évidemment,